Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 39e numéro de Jamais trop pas assez. Je suis Seb Musset, à mes côtés Louis-Marie. Ça va Louis-Marie ? Écoute, on prend 3 jours de vacances en se disant l'actualité est tranquille, il va rien se passer, et boum, l'autre gros Patatras. patatras, c'est une guerre, voilà. Alors, cette semaine dans Jamais trop pas assez, bien évidemment, on reviendra en début d'émission sur la situation en Iran, à la lumière des événements qui ont eu lieu ce week-end. Également, cette semaine dans Jamais trop pas assez, entre nazification générale, appel à la haine et humour pas drôle, on fera un petit tour de la gauche et sa gestion de l'après-Quentin. En deuxième partie, on se penchera sur la liberté d'expression, ce concept bullshit selon notre glorieux leader. On verra comment l'État tente de colmater le Titanic de son narratif entre interdiction et rodomontade. Bien sûr, le point France Télévisions avec Louis-Marie et le top des bonnes nouvelles certifié Macron Score 1. Mais avant tout cela, le voilà de retour de ses vacances à Courchevel, où il a brillé dans sa combi jaune fluo, enchaînant les pistes noires, les Moscow Mules et les théories appliquées de la physique quantique. Je veux bien sûr parler de celui qui a réussi à faire effacer son nom des dossiers Epstein, mais qui a toujours une ardoise de 4 350 € au bar de Jackie était-elle. Je veux bien sûr parler de Louis-Marie et de son édito. De quoi vas-tu nous parler, Louis-Marie, cette semaine ? Bah justement, parlant de Jackie était-elle, est-ce que tu la sens, ma grosse fin du monde ? Moi, c'est plutôt Jackie et Michel en l'occurrence. Parce que, voilà, 2008, krach boursier, crise des subprimes. 2014, début de la guerre en Ukraine, la vraie, enfin le vrai début est en 2014. 2019, incendie de Notre-Dame. 2020, crise Covid. Et 2026, début de la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Simplement, proprement. Moi, je me sens pas rassuré, mais bien plus que les influenceurs réfugiés à Dubaï pour fuir le matraquage fiscal. Cependant, je ne sais pas ni ne comprends la démarche des États-Unis. L'Iran, un pays de 90 millions d'habitants avec des réserves de gaz et de pétrole, un peuple résilient, une théocratie musulmane où les filles font des études, deviennent ingénieurs, mathématiciennes, médecins, en des proportions qui feraient rougir de honte le ministère de l'Éducation nationale. Alors oui, un vent de mort souffle sur le monde et je suis inquiet. Tu la sens, ma grosse fin du monde ? Je peux pas aller à la cave. Mais si, on serait mieux pour causer. Pour causer de quoi? De tout, de rien. Et oui, effectivement, donc l'Iran, on ne peut qu'en parler. Donc là, on enregistre lundi 2 mars, il est 11h du matin. Donc il y a 48 heures à peine, il y a encore eu un changement, je dirais pas un changement de pouvoir, mais enfin, il y a eu une intervention américaine musclée, l'opération Epic Fury. Voilà. En Iran, avec la mort de Ali, alors je ne sais plus Khamenei. Khamenei ou Khamenine Oui, ouais, ça dépend qui parle. Mélenchon ou Mélenchine. Mélenchine. Donc ça va plus vite qu'une livraison de Colissimo en France. Maintenant, les interventions américaines, ils changent le pouvoir. C'est normal, ils font ça avec des drones. Alors, ce qu'on peut noter, c'est la réaction de Macron, c'est-à-dire qu'à peine, moi c'est comme ça que je l'ai appris en fait. J'ai appris ça par un tweet de Macron qui dit dès qu'il y a eu l'ombre d'un avion au-dessus de l'Iran, il a dit oh là là, moi je suis pas au courant, j'y suis pour rien. Mais je pense qu'en plus c'est un aveu, il est pas au courant, on n'a pas daigné le tenir au courant. Non, mais je pense qu'il a fait ça à dessein. Il a fait ça pour parce que le président espagnol a fait la même chose. C'est juste pour rassurer les musulmans en France en fait. Se dire oula, moi j'ai rien à voir avec ça. En plus on est en plein Ramadan là. Réaction de Macron, donc réaction de Manon Aubry qui s'était donc taclée par une joueuse, une championne d'échecs iranienne. Elle a dit mais who are you Occupe-toi de tes fesses. En gros, c'est ce qu'elle lui a répondu. C'est ce que oui, j'ai vu. Elle lui a répondu, mais occupe-toi de tes fesses. Voilà, donc... Mais vis-à-vis de l'Iran, la gauche en général et les filles en particulier, a une position qui est quand même très incompréhensible. Moi, j'ai du mal à comprendre parce que effectivement. Le mouvement populaire qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça était difficilement soutenu par LFI parce que précisément c'est un mouvement piloté et aidé par Israël et les États-Unis et qu'en plus de ça, à la tête de l'Iran, ça reste une théocratie musulmane et que comme tu vois que Macron s'empresse de rassurer la population musulmane de France, LFI, c'est son fonds de commerce. Du moins, il le croit. Croit-il, vont difficilement soutenir un regime change en Iran. Voilà, donc écoute, là je pense qu'il y a 3 jours de deuil décrété à Radio Nova. Les LFI c'est un jour sombre. C'est vraiment une sale passe pour LFI quand même. Oui, ils enchaînent. Alors, on peut signaler quand même que Khamenei a ceci de particulier. D'abord, il était au pouvoir depuis 36 ans.
Et qu'il y a 36 ans, il a été le mollah qui a promulgué une fatwa contre l'armement nucléaire. Ce qui fait que l'Iran s'est retenu d'avoir une bombe nucléaire, c'est pour des raisons religieuses et c'est à cause de Khamenei. Maintenant qu'il n'est plus là, que va-t-il se passer ? Voilà, je pose ça là. Deuxième remarque, on est dans ce côté économique et asymétrique. Tu sais que pendant la guerre du Vietnam, il y a eu des raisons en fait, économiques qui fait que les États-Unis consacraient des millions à bombarder un pont de bambou que les Vietnamiens reconstruisaient avec $100. Et c'est exactement la même chose. Là. Les Iraniens utilisent des drones pour faire sauter des radars qui coûtent extrêmement cher, donc des dômes radars. Des radomes et autres installations militaires, parce que les États-Unis sont très présents dans la région, que les Iraniens peuvent faire sauter avec des drones, c'est-à-dire avec très peu d'argent. Donc il y a ce rapport économique quand tu dépenses $1 million pour faire sauter un pont à $100, en fait, tu as perdu. Ouais. Parce que le pont, il est reconstruit le lendemain. Voilà. Bon, un drone, ça se construit très facilement et l'Iran, avec la guerre en Ukraine, a montré qu'il était parfaitement capable de produire des drones, puisque on a vu qu'il y avait des drones iraniens sur le territoire ukrainien. Bon, tout ce que je peux dire, on va voir par le petit bout de la lorgnette, c'est qu'apparemment, les marchés sont pas trop... Parce que bon, Trump, ça, il a fait comme le Venezuela, parce qu'on s'était appelé donc samedi, on avait discuté si on allait parler de l'Iran ou pas pendant l'émission, et je t'ai répondu, en fait, on sait pas, ça se trouve, c'est une guerre, ça peut durer 4 ans, comme ça peut durer 48 heures. Lui, il annonce 4 semaines, Trump. Et là, on s'orienterait plutôt vers un truc plutôt court, et en tout cas, donc il a fait comme le Venezuela, il a attaqué en fin de semaine, début de week-end, pour pas affoler les marchés. Ouais. Tactique qui a marché, puisque là j'ai regardé la bourse, ça démarre en fanfare, ça baisse pas du tout, ça monte, donc voilà. On verra, c'est à suivre. On verra, parce qu'il y a plein d'inconnus. Alors il y a une première inconnue, c'est que le pétrole iranien représente 15% des importations chinoises en pétrole, donc c'est un bon client. Que d'autant plus qu'ils leur vendent à bas prix, à bas coût, sans mauvais jeu de mots. Ça, c'est la première des choses. Là, on vient d'apprendre que l'Iran fermait le détroit d'Ormuz, qui était aussi un point de passage névralgique pour le pétrole. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des petites montées du prix. Nous sommes entièrement dépendants, nous, du prix du pétrole. Donc, ça peut être quelque chose... qui peut nous faire mal. Les États-Unis, eux, n'ont pas besoin, s'en foutent un peu, ils ont le leur. Qu'il ne s'agit pas là d'un pétrole lourd comme c'était le cas au Venezuela, donc c'est un pétrole qui est très très bien raffiné pour les moteurs. Et surtout, là, alors là, on a vu que la réplique iranienne, ça a été de bombarder les Dubaï, les Abu Dhabi, la région, en fait, de mettre à feu à son. Alors moi, je trouve assez drôle, mais c'est drôle parce que j'ai mauvais esprit. C'est pas drôle, mais c'est parce que j'ai mauvais esprit. C'est les influenceuses. On a tous nos passeports ici dans nos TTF. On est des Français, hein. La France. Protégez-nous. Alors il y a quelqu'un sur le chat là, je viens de voir qui c'est Vénère 25 ou 29. Oui, Vénère 29, vous oubliez que le peuple en parallèle peut se soulever. Tout à fait. Alors effectivement, oui, ça c'est... Alors bon, c'est pour ça qu'on ne va pas faire trop long là-dessus, c'est qu'on n'a pas trop suivi, mais j'ai vu là ce matin qu'il y avait effectivement des manifestations de soutien au gouvernement qui étaient en place il y a encore 48 heures. Donc oui, effectivement, c'est une donnée à prendre en considération. Et on a vu beaucoup de cris de joie quand même, de manifestations, de fêtes et de gens, en tout cas ce qui a circulé sur les réseaux, on a vu beaucoup de gens qui étaient heureux, enfin, en tout cas là-bas, de ce qui se passe. Ce que je vais répondre, c'est donc à Vaner ou Waner29 qui nous parle sur le chat sur TikTok. C'est juste des points. J'ai pas de réponse à ce qu'il dit et je suis d'accord. Je suspends mon jugement, mais j'ai plusieurs remarques. La première, c'est que l'Iran est un pays de 90 millions d'habitants. C'est un gros pays en fait. Oui, avec beaucoup de communautés différentes. Et la deuxième, c'est que c'est un pays avec énormément de communautés qui parlent des langues différentes. Ouais. Donc c'est pas un pays uni. Donc il y a eu des manifestations de joie, mais est-ce la minorité? C'est pas la minorité principale qui a manifesté sa joie, c'est les Kurdes notamment qui sont très très heureux de ça. Donc il y a cet aspect-là. Troisième remarque, le régime iranien, donc le régime des mollahs, se sécularise, c'est-à-dire que l'importance de la religion musulmane recule. On l'a vu, notamment le fait de porter le voile. Et puis, encore une fois, le fait d'avoir éduqué les petites filles dans le but de répandre aussi le régime,
la rhétorique du régime musulman et qui a abouti à ce qu'aujourd'hui il y ait des femmes médecins. La première médaille Fields décernée à une femme, donc la médaille Fields, c'est ce qu'on appelle le prix Nobel des mathématiques, la plus haute distinction dans cette discipline, et la première femme à l'avoir reçue était une Iranienne, parce qu'elle est décédée depuis, elle est décédée relativement jeune, mais donc c'était une Iranienne. L'Iran a une politique d'éducation des filles depuis le début de la République islamique. C'est pas Kaboul, c'est pas les talibans par exemple, et donc 60% des étudiants sont des étudiantes en Iran. Ce sont des gens qui sont extrêmement diplômés, et que parmi ces 60% d'étudiantes, 70% sont en STEM. Alors les STEM, c'est Science, Techniques, Engineering, Mathematics, c'est-à-dire tout ce dont on manque, puisque en France, c'est 28% des étudiantes. Oui, c'est-à-dire que c'est exactement l'inverse en France. Voilà. Alors on appelle ça le paradoxe norvégien. C'est-à-dire que dans un pays où le statut de la femme plus le statut de la femme est élevé, moins les femmes font des études en STEM. C'est corrélé négativement. D'accord. Donc, on dit paradoxe norvégien par référence à la Norvège, où le statut de la femme et des hommes sont égaux, en fait. Elles sont comprises dans les pays où elles sont bridées, elles sont maltraitées, en gros, où elles sont un peu habies sur un joug, vraiment, pour le coup, patriarcal. Le statut est inférieur. Elles ont compris qu'en tout cas, la clé de leur émancipation, c'était à travers les études scientifiques. Les études scientifiques et l'ingénierie, notamment les mathématiques. Donc, il y a une forme comme ça de sécularisation de l'islam en Iran, mais qui est remplacé par, et c'est à mon avis, par un nationalisme très fort. Ouais. Donc, ils sont moins musulmans, mais ils sont beaucoup plus iraniens qu'avant. Et le conflit Iran-Irak, on a vu à quel point ils ont été solides. Ouais. Ils ont été solides. Chose intéressante aussi, il y a eu des manifestations de soutien à l'Iran en Irak. Ah ouais. Oui, il y a des chiites en Irak. Et le régime musulman est un régime chiite, c'est aussi très particulier. Voilà. Bon, donc tout ça, c'est pas, ce sont des éléments que je peux fournir comme ceci. Je pose ça là parce que je crois que c'est à garder en tête. Ouais, c'est clair. C'est pas le premier pays venu. Et je conclus avec ça. L'arrestation de Maduro au Venezuela, c'est mine de rien un coup de force, mais c'est le maximum qu'ils aient pu. Ils ont fait ça et ils ont laissé tout en place parce qu'ils ne peuvent pas faire plus. Et là, le fait, tu ne fais pas sauter un régime en lui bombardant la gueule. Ça y est, Khamenei est mort, mais il y en a un qui est déjà en place. Ils ont des remplaçants tous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est un profond aveu de faiblesse, à mon avis, des États-Unis qui n'ont plus les moyens d'être ce qu'ils voudraient être. Voilà. C'est comme ça que. Après ça, ils font quand même des opérations. Là, c'est quand même assez spectaculaire. C'est spectaculaire, mais bien sûr. Tout le monde en quelques heures, quoi. Mais un feu d'artifice est spectaculaire. Ouais, non, mais c'est pas un bombardement. Moons sur le chat TikTok nous dit normal qu'ils soient nationalistes après plusieurs dizaines d'années d'embargo. Oui, il y a aussi qu'ils subissent, tout comme les Russes, tout comme Cuba, ils subissent comme ça des embargos qui ont des effets économiques extrêmement restreints, mais par contre, ils ont des effets moraux extrêmement forts. Ça soude la population, clair, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas, voilà, on verra, on va attendre. Mais en attendant, toutes nos sympathies et notre soutien profond aux influenceuses de Dubaï. Nous attendons, Louis-Marie et moi, de pied ferme à l'aéroport. Il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de ça, moi? Bon, on s'en fout, on n'a pas le temps, on prend tout, on choisira plus tard. On avait décidé avec Louis-Marie de faire un petit point sur l'après-Quentin et la gestion assez surréaliste de la mort du militant. C'était même pas un militant, d'ailleurs, c'était un... Alors, d'après la gauche, c'était un militant néo-nazi puissance 10. C'est que le gars, il revenait d'avoir fait un pogrom en Russie. C'est le fils de Goebbels. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, oui, voilà. Donc, on va parler de ça, en fait, parce qu'il y a eu une période de silence et de déni de la gauche juste après les faits. Là, maintenant, ils ont un peu inversé la machine. Ils sont passés... ils sont passés en contre-attaque. Les experts en communication leur ont dit la meilleure défense c'est l'attaque, et donc ils sont partis. Je sais même pas. Je pense que tout ça, je vais en parler. Je pense que tout ça vient de la spirale d'Hervige Tourneur de Mélenchon, et que tout le monde est arrosé et part dans ce délire. Mais donc voilà, premier stade de la démence après la mort de Quentin. La version accusatoire. Le mort n'est pas mort puisqu'il n'était pas vraiment en vie, puisque c'était un nazi. Et là, je reprends quasiment mot pour mot la thèse de LFI. Donc ça va du président du PS à LFI jusqu'aux twitchos de gauche, les deux pieds dans l'incitation à la haine et à l'incitation aux violences. Alors par exemple, je vais te faire écouter. Donc en fait, ce sont deux twitchers de gauche. Donc il y en a un qui s'appelle Infâme et l'autre qui s'appelle, je crois, apparemment Ouz Batman.
qui clippe une vidéo de Vincent Lapierre, qui lui n'est pas de gauche. Oui, Voilà. oui, parce qu'il est revenu sur les lieux. Vincent Lapierre qui revenait sur les lieux où Quentin a été tué. Donc en fait, les deux Twitchers de gauche font comme nous, en fait, ils commentent l'actualité et je vous laisse un peu écouter les propos. C'est qui vient faire ma sécu et on fait un micro-trottoir là où il est mort, genre on va renifler l'impact de son crâne sur l'asphalte, on amène un chien truffier, on lui fait sentir le sang de Quentin et il va remonter jusqu'au cul d'Alice Cordier. Classique. Qui est là d'agresser quiconque, juste d'informer sur ce qui est arrivé à Quentin, qui quand même s'est fait lyncher au sol par ce genre d'individu précisément. Et là, on s'est fait attaquer alors qu'on n'avait aucune intention. Est-ce qu'on peut faire une cagnotte pour les individus qui ont lynché Quentin ? Moi, je suis prêt à donner. S'il y a besoin, des frais de justice, des choses. Ouais, je peux coter 10 balles. Apparemment, les deux là se sont fait quand même dégager leur chaîne Twitch, de ce que j'ai compris. Okay. Mais voilà, mais parce que en fait, c'est là où je voulais en venir. J'y reviendrai plus tard, mais le niveau des propos qu'on va entendre, il y a eux, mais il y en a d'autres. Le niveau des propos qu'on va entendre venant de la gauche, franchement, il y a eu ces propos-là. On imagine la situation inverse avec les propos similaires à droite. Propos d'ailleurs qu'on entend peu à droite en fait finalement dans ce genre de truc. Franchement, ça aurait fait la une de tous les journaux, il y aurait une affaire d'État, il y aurait une interdiction de l'Arcom. Là, je veux dire, Twitch les a bannis apparemment eux, mais c'est du fait de Twitch. Visiblement, il n'y a pas eu d'intervention de l'État. C'est pas l'Arcom. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est, je trouve, une dimension symbolique de l'affaire Quentin que j'ai assez peu vue et que je voulais signaler ici, c'est Quentin Deran, qui est donc un métis. Son père ou sa mère était étranger. C'était un fils de prolo. C'est ce que j'allais dire. C'était un fils de prolo. Donc on dit un métis, fils de prolo, tué par une bande de petits blancs, fils de bourgeois. Voilà, avec des prénoms bien de souche. Voilà, bien de souche. Ouais, voilà. Donc et après on nous dit que le fasciste, c'était lui, c'est fou. Et que les petits blancs qui l'ont massacré à coups de doc, c'est les antifascistes. J'avoue que j'ai du mal à adhérer au truc. Et si ça, c'est pas la lutte des classes. Mais oui, tout à fait. Mais en fait, ça, ils essayent de le passer sous silence. Et vraiment, de le rebrander. De le rebrander et surtout de tracher, en fait, de dégueulasser en fait la mémoire de Quentin, même la réalité. Et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment, je sais pas s'ils sont donné un mot d'ordre, parce que je pense que c'est vraiment naturel, c'est un réflexe. Je pense que c'est un réflexe à gauche en fait. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés quand tu es dans une situation en fait, tu as toutes tes valeurs qui sont, tu te les prends dans la gueule en fait, comme je disais, erreur 404 en fait. Tu pars dans le déni en fait, et tu inverses le système des valeurs pour te retrouver une sorte de relégitimer en fait. Et alors, j'en veux pour preuve Bruno Gassio. Pourtant Bruno Gassio, les Guignols de l'info, qui avait quand même un discours, une sorte de relativisme sur l'info, qui est maintenant candidat LFI, et personne n'est parfait, mais il a le droit. Mais c'est pas tellement ça que je lui reproche. Je vais te faire écouter ce qu'il a dit. Attends, alors je vais faire un point de chat parce que là ça s'anime sur le chat. Donc il y a Soul. Alors d'abord je dis bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Soul of the Soul, Averroès, MB170514, c'est beaucoup ayez des noms simples. Alors, ayez des noms simples. Belek Mec, bonjour. Alors, oui, pourquoi venant de la gauche par rapport, c'est ce que tu disais, ils venaient de la gauche, les deux Twitch. Il y a deux morveux qui parlent mal, c'est toute la gauche que vous visez. Non. Soyons clairs. Et il faut bien différencier. On arrive parfaitement à faire la différence entre deux morveux de gauche qui parlent mal et la gauche dans son ensemble. Alors, on ne va pas renvoyer à une émission sur laquelle on se positionne, Seb et moi. Nous venons de la gauche, je pense même que nous en sommes. Nous n'avons pas quitté la gauche, on estime que la gauche nous a quittés. On ne va pas se priver de parler de la gauche à l'heure actuelle alors qu'un homme est mort, et on en parlera. On parlera aussi de la droite le jour, le jour venu. Hein, on peut, le jour où Jordan Bardella lira un livre, par exemple. Son premier livre. Le fait est, c'est qu'on en parle beaucoup, on va en parler là, c'est que il y a deux choses en fait. Si tu veux, on sort de. Je vois quand il y a eu l'affaire Naël, quand il y a eu, c'est-à-dire le moindre truc, le moindre écart je sais pas, de comportement d'une personne à droite ou d'un propos ou de choses infiniment moins graves que ce qui a eu lieu
à Lyon vaut des procès staliniens médiatiques, des fois des interdictions, des bannissements, des licenciements. On le voit bien avec la commission d'enquête sur France TV d'ailleurs. Et que là, en fait, on est dans une... je suis désolé, je suis en train de chercher un témoignage que je ne trouve pas. On a quand même quelqu'un qui est mort dans des façons... Et c'est pas un accident, quoi. C'est de moins en moins un accident. C'est de moins en moins un accident. C'est de plus en plus... On se dirige... Raphaël Arnaud n'est pas réapparu depuis... Oui, je vais en parler de Raphaël Arnaud. Donc, on a ce qui ressemble à un meurtre. Alors, on va mettre des guillemets, l'instruction est en cours, d'un militant d'extrême droite issu des classes populaires, racisé pour reprendre le vocabulaire de gauche, par des petits blancs bourgeois. Ouais. Voilà. Donc moi, je voudrais qu'on réintroduise la dimension lutte de classe. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai un problème, c'est que je vais faire un enchaînement sur Bruno Gassio et je ne retrouve pas sa vidéo. Je ne la trouve pas. Je sais pas alors, c'est Bruno Gassio, moi je l'ai vu la vidéo, qui dit j'ai une pensée en gros triste pour ses parents qui ont appris le même jour qu'il était mort et qu'il était nazi. Et que c'est un gros connard. Non, Dixit. Un gros connard. Oui, voilà. Oui, non, mais il a dit nazi aussi. Il a dit nazi, gros connard. Enfin bon, et là, franchement, moi, c'est pas tellement. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Moi, je suis pour la liberté d'expression, c'est pas tellement ça. Le truc, c'est que une fois de plus, c'est toujours pareil, c'est le positionnement de ces gens. C'est-à-dire que ça coule, c'est naturel. En fait, quand ils te parlent comme ça, même sur quelqu'un de mort, en fait, ils se mettent toujours dans une position de supériorité. C'est-à-dire qu'ils sont la race supérieure. C'est une position très courante que moi j'ai beaucoup rencontrée à gauche, c'est le surplomb. Ouais, c'est ça. Le surplomb moral. C'est-à-dire que là, ils sont les deux pieds dans le caca, ils sont en faute totale, ils ont des gouttes de sang partout sur le corps, il n'y a même pas une excuse. Moi, c'est pour ça aussi qu'on en parle, c'est qu'il y a eu à gauche, franchement, très peu de gens qui ont juste dit, il y en a eu, mais franchement, il n'y en a pas eu beaucoup, quoi. Et surtout, il y a eu des propos vraiment trash, et dans le cas de Mélenchon, en plus, c'est clairement fait pour qu'on en parle, quoi. C'est volontaire, c'est même pas accidentel, quoi. Il y a ce côté spectacle, et venant des réseaux, la toute chose faire, où c'est ça qu'on découvre toi et moi par ailleurs, c'est on essaye tous les deux, on se positionne en disant la liberté d'expression est et doit être totale. On constate bien que c'est de moins en moins le cas. Et surtout, on prône pour le fait de pouvoir avoir un dialogue, de pouvoir discuter. Le fait de débattre, c'est pour ça qu'on a ouvert la partie live sur TikTok. C'est le fait de débattre juste entre personnes qui pensent pareil, c'est le meilleur moyen de jamais progresser. Donc, échangeons nos idées. Peu importe qu'on soit d'accord, pas d'accord, le principal c'est de parler. Ce que prouve l'histoire de le meurtre de Quentin, c'est qu'il n'y a plus de place pour le dialogue et que même quand on arrive à... Parce qu'en fait, on pourrait se dire ce type est mort, au moins que ça serve à quelque chose. Et en fait, on voit que clairement, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, il ne tire aucune leçon à gauche de ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs que clairement, ça veut dire que ça peut se repasser. Mais on avait eu les signes avant-coureurs de ça avec la mort de Charlie Kirk. Où les mecs... Alors, on va avancer parce que là, on a un peu avancé sur les Twitchers de gauche, mais il se trouve que j'ai commencé par le centre-gauche parce qu'il se passe quelque chose de très, très intéressant quand même. C'est qu'à la lumière, il y a quand même les municipales dans quelques semaines. Oui, voilà, j'allais dire. Rappelons que dans quelques semaines. Et la gauche, PS, centriste, les socialistes, ils savent très bien que on avait dit ils allaient prendre leur distance, mais oui, avec modération. Une petite distance. Donc là, on apprend qu'il y aura donc 60 listes communes municipales PS, LFI. Et ce qui c'est très intéressant, on l'a repéré, c'est Gabriel de Varenne qui l'a repéré sur Twitch, donc c'était la semaine dernière, je me suis dépêché de faire les captures d'écran, parce que le PS, au début, dans un premier temps, ils ont un peu condamné, la jeune garde, c'est pas bien, machin, tout, et en fait, il faut savoir que la jeune garde était dans les soutiens officiels des candidats à NFP aux dernières législatives, donc il y a à peine 2 ans, notamment de candidats comme François Hollande ou Boris Vallaud, donc après ça, ils ont dit... non, vous nous diffamez, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Nous, on a fait les captures d'écran, on les a, je les passe à l'antenne là, on voit, c'est très clairement marqué, la jeune garde soutient François Hollande. Voilà, et c'est valable pour tous les candidats NFP. Ces captures d'écran, ce site était encore en ligne il y a 2 semaines, il a été effacé.
Mais heureusement, Internet a une mémoire. Oui, alors ça aussi, ça traduit quelque chose. Là, Internet a une mémoire et il était évident que les captures d'écran ont été mais effectuées. Ça n'a pas existé. Mais le réel n'existe pas. Le réel n'existe pas. On le refait, on le redécore. Quentin était un méchant, très très méchant, et eux sont parfaits et ils sont au-dessus de la mêlée. Et il n'a pas été tué, il a été victime de son comportement et de ses idées. Voilà, c'est le mot d'ordre. Alors, on va repartir en haut quand même. La matrice de ce discours, c'est quand même donc Jean-Luc Mélenchon, le grand gourou. Qui donne le ton. Voilà, on voit que Jean-Luc Mélenchon profite quand même pour se positionner. Bon, il l'était déjà, mais comme seul et unique leader à gauche. C'est ça. Et que donc la tentative du PS de quitter, de s'extraire du NFP et de autres est peu ou prou en train de finir, en tous les cas pour les municipales. Alors, je vais te passer un petit extrait de Mélenchon qui nous parle de Quentin. Et tu vas voir en des termes vraiment... c'est un grand homme. On reconnaît la noblesse de cet homme. Vraiment, je me prosterne devant ses grandes idées et son humanisme, vraiment. Pour que vous oubliez qu'il a voulu faire afficher sur la mairie le portrait d'un fasciste, d'un néo-nazi. Voilà. Chaque personne qui met un bulletin de vote pour cet homme vote pour quelqu'un qui a voulu qu'on rende hommage aux idées de quelqu'un, des idées détestables. Et on me dit, il était jeune, vous croyez que je ne le sais pas? Mais 23 ans, c'est un adulte. Jamais il n'a dit, lui, je ne suis personne. Je passais là par hasard, qu'il n'a pas eu le temps de le dire. Jamais il n'a dit ça. Il disait, je suis un militant. Il allait aux manifestations néo-nazis. Donc Jean-Luc Mélenchon, dans sa mue islamo... je ne dirais pas fasciste, parce que moi je ne veux pas le traiter de fasciste, c'est pas ce qu'il est. Non, d'autant que... je pense que c'est pire, c'est un cynique. Enfin, je sais pas, c'est vrai que l'influence de Chikirou sur lui me désarme, parce que comme je dis, moi, le Mélenchon que j'ai connu n'était pas comme ça. Donc il était violent, exubérant, mais pas à ce point. On peut dire déjà dans sa mue Terra Nova. Il y a déjà, au minimum, on peut signaler qu'il y a un mouvement Terra Nova. Oui, mais ça c'est... Qui a commencé il y a 10 ans. Oui, mais quand Terra Nova fait son rapport, c'était en 2012 ou 2011. 2010, je crois. Lui, il le dénonçait, le rapport Terra Nova, je m'en souviens. Oui, non, il était contre. Oui, bien sûr. C'est ça qui est fou. Moi, ce que je trouve, c'est... en fait, c'est même à la limite très attristant pour moi, parce que la campagne de 2017, qui l'a vu louper le deuxième tour à ça, était une campagne extrêmement bien menée et qui visait les classes populaires. Hein, c'est qu'il appelle le peuple aujourd'hui. Et c'est notamment là où il a été à Hénin-Beaumont, il s'est confronté. Donc il était sur ce terrain-là. Et il a tourné Kazakh et il a décidé de changer de visée électorale. Plutôt, il a décidé d'avoir un autre public électoral. C'est une sorte de stratégie à la Hillary Clinton, tu sais, quand elle parlait des deplorables. Ouais. Hein, et c'est l'idée qu'en additionnant les minorités, on va obtenir une majorité. Or, les centres-villes et les filles est très très faible, sauf que hors les centres-villes, c'est 60% des votants qui sont hors des centres-villes. C'est la France périphérique. Donc, je ne sais pas si son calcul est le bon. Et vu l'âge qu'il a, je ne sais pas si passé 2027... Moi, c'est pas Mélenchon qui me turlupine, parce que c'est l'après Mélenchon. C'est l'après Mélenchon. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc moi, c'est pas tant Mélenchon qui m'intéresse là. Je vais revenir sur son âme damnée, Sophia Chikirou, qui elle appelle à la destruction des journalistes, ni plus ni moins. Ça se passe sur France Info. Alors, c'est pas sur France Info, c'est une réunion publique. Je te passe ces extraits, c'est fabuleux. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'avez rien de journaliste. Rendez la carte. Vous êtes des petits agents. C'est ce que Simone Veil appelait les nazis à petits pieds. Voilà ce qu'ils sont, des nazis à petits pieds qui portent la cravate, se font beaux, se maquillent sur les plateaux télé et nous donnent des leçons. Simone Veil. Hein. Challenge de gauche, faire une phrase sans le mot nazi. Là, ça devient grave, quoi. En citant Simone Veil, je présume la femme politique et pas la philosophe.
Oui, alors donc on a eu également donc c'est dans les réactions parce que ça a été un peu la mort de Quentin a provoqué une sorte de ça c'est un peu libéré. Alors, ils étaient déjà bien en roue libre, mais là ils ont un peu lâché ils ont tout donné là. Alors nous avons également Mathilde Panot qui elle alors Mathilde Panot elle annonce clairement que si le RN gagne, elle ne respectera pas le choix des urnes. Hein. Voilà, c'est clair. Et de dire que nous n'accepterons jamais dans notre pays que le fascisme prenne le pouvoir légalement par les urnes, ce que veut faire Marine Le Pen, entourée de tous ces groupuscules d'extrême droite qui pullulent autour d'elle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, dans la rhétorique, dans le cheminement mécanique, là, elle ne respectera pas le résultat des urnes. C'est une chose. En se positionnant antifasciste, en disant les fascistes. Mais voilà. Ça devient flou, parce qu'on a bien vu que cette notion de fascisme, en fait, c'est tous ceux qui ne sont pas comme eux. Donc, en fait, en gros, si ce n'est pas LFI qui gagne, nous ne respecterons pas le vote. Alors, sauf si on appelle à voter pour Macron. Voilà. Ouais, sauf, pas une voix ne doit aller au Rassemblement national, alors que Macron est en face du Rassemblement national. C'est ce que Mélenchon a dit au second tour. Donc, j'ai la sensation que si le RN arrive au pouvoir, c'est-à-dire remporte les présidentielles dans un an, je pense qu'effectivement, il y aura des contestations violentes à coups de batte de baseball dans les rues. En es-tu vraiment si sûr? Alors, parce que oui, qu'il y ait une contestation, si c'est les 50 Antifa qui foutent le merdier à chaque fois, dans chaque manif, même syndicale, oui, d'accord, ils seront là, ça, je n'ai aucun doute. Mais ils ne sont que 50. Ils sont que 50 et c'est vrai que la police, alors on peut l'analyser comme ça, la police qui est très majoritairement RN, qui vote RN, ça on a des études assez claires là-dessus, risque d'être assez partante pour aller casser du Black Bloc. Ça parce que non, là où je peux prévoir, on le voit, c'est un mouvement qu'on voit depuis peu, c'est parallèle à ce qu'on est en train de dire, c'est que Macron est en train de placer un certain nombre de ses soutiens, la nomination d'Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, d'user de ça juste avant de partir. C'est-à-dire que de toute façon, si le RN arrive au pouvoir, tout sera verrouillé. Après ça, ils le font tous, chaque fois. Ils le font tous. Et ensuite, deuxième remarque, mais le pouvoir de quoi, en fait? Plus personne ne commande en France. Oui, en plus. Oui, c'est l'Europe qui dirige. Donc, que ce soit le RN ou Mélenchon, moi, j'avoue que j'ai envie que ce soit Mélenchon qui l'emporte. Ah, c'est ton côté... c'est mon côté, oui. Non, j'ai envie. Parce que là, on aura une sorte d'épreuve du feu et on verra l'Europe dirige, la France n'est plus, le président français n'est plus qu'un gouverneur. Non, mais ce qui se passe sur les élections, on le voit d'ailleurs sur le pataquès avec les municipales, c'est qu'en fait, mais ça tient au carriérisme politique français, c'est-à-dire que nous, on voit dans les élections la possibilité d'un renouveau, machin. Eux, c'est de l'argent en fait, c'est de l'argent, c'est des salaires, c'est des positions, c'est des marchés à passer à des potes, c'est des gens qui n'ont qu'un métier, c'est être politique. Et puis on voit à quel point c'est un métier rémunérateur. Oui, c'est ça, tu gagnes très bien ta vie en faisant de la politique. Député, c'est 7000 balles. Raphaël Ernaud, j'ai une vidéo d'ailleurs où il en parle. C'est 7000 balles par mois, plus 7000 balles d'enveloppe. Et ça, c'est comme ça pour tout le monde. Donc c'est très rémunérateur. Et puis ça ne demande pas de compétences particulières, t'as vu, a priori. Je crois que Raphaël Ernaud, il a dû déposer 4 amendements, trucs comme ça. Son activité parlementaire est nulle. Donc voilà, on s'écarte un peu du sujet. Mais voilà, il y a un côté tiroir-caisse et tir-lire, et notamment au niveau des municipales, notamment dans les grandes villes. Parce que c'est tout un écosystème qui est reparti pour 6 ans. Il y a Soul of the Soul qui pense les RNistes ne font pas ça pour l'argent. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Ah ouais, bien sûr que si. Leur victoire, la victoire aux législatives du RN, ça a été ça. C'est que là, c'est le pactole pour eux. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont toujours été soi-disant contre l'Europe, et c'était les premières élections qu'ils ont toujours visées, c'est l'Europe, parce que l'Europe, c'est le super jackpot. N'allez pas penser que parce qu'on parle de la gauche, on est à droite. Non, c'est simplement, on peut pas faire 2 phrases en même temps. On en fait une. D'abord la gauche et ensuite on fera la droite. C'est vrai qu'il faut reconnaître que sur cette séquence, le RN a été, sur la séquence Quentin, le RN a été ultra discret. C'est-à-dire qu'on ne les a pas entendus. Non. C'est-à-dire que la gauche a dit beaucoup de conneries. Parce qu'en fait, la gauche, personne ne les a poussés à dire leurs conneries, ils les ont dit eux-mêmes. C'est ça qui est fait. Ils se sont empressés d'aller les dire. C'est pour ça que je dis qu'ils sont dans une logique d'erreur système. C'est-à-dire que ça les a quand même choqués, perturbés, malgré ce qu'ils disent. Parce qu'en fait, ils ont eu la démonstration du jusqu'au boutisme. D'autant que je pense aussi que
la qualification des faits par le procureur montre que, je le répète, vraisemblablement, on lui a demandé d'y aller très très fort parce que là, ceux qui ont été arrêtés, c'est pas juste une rixe par hasard et avec une mort accidentelle. Ils vont y aller très très fort et il semblerait qu'ils soient sur la piste de la préméditation, c'est-à-dire du lynchage organisé et prémédité. C'est auquel cas, il y en a un qui risque de passer quelques années. Il y en a quelques années en prison. Justement. Voilà, l'attaché parlementaire. Ils ont aussi délocalisé l'affaire parce que précisément le père est magistrat à Lyon. Donc, ils ont délocalisé l'affaire à Roanne, je crois. Il y a peut-être comme une inquiétude, effectivement, à gauche sur le fait qu'on pourrait remonter un peu plus haut. Et donc, je le signalais, on n'a pas de nouvelles de Raphaël Arnaud depuis 15 jours. Mais rien que ça, si tu veux, ce truc-là, c'est quand même... Le mec est encore député. Alors, tu sais que faire sauter l'immunité d'un député, il faut y aller. Oui, non, mais ça ferait une jurisprudence. Mais je ne comprends pas si tu veux, qu'il ne le fasse pas de lui-même, en fait. C'est ça. Je ne demande même pas au système de l'exclure. C'est qu'il y a un moment... parce que là, on dit il est en silence. On ne peut pas dire... Il ne peut pas annoncer qu'il va se mettre en retrait. Il y est déjà pas beaucoup. Non, à mon avis, son retrait, il est à Val d'Isère. Tu vois, là, il est en vacances, tout simplement. Bon, on va avancer, parce qu'il y a eu donc une marche de soutien en mémoire de Quentin. Et la gauche misait beaucoup. La gauche misait beaucoup sur les débordements à venir dans cette marche et manque de bol, des débordements, il n'y en a pas eu, il y en a eu très peu. Ils ont essayé de débusquer 3 saluts nazis, ils en ont trouvé apparemment. Oui. Et, de toute façon, quand tu veux voir ce que tu veux voir, tu le trouves toujours. Ce qui est marrant, c'est que le même jour, l'Humanité a fait une une à propos de cette marche, et en fait, mais c'était pas pour mettre en avant des militants de droite, c'était des militants de gauche, et en fait, il se trouve que que je passe à l'antenne, sur cette une, il y a justement un mec qui lève le bras. J'ai envie de dire, en fait, voilà le salut nazi. Je veux dire que Elon Musk s'est pris des procès des mêmes pour le même geste. Donc, je rappelle aussi, à propos d'émeutes, on va revenir sur les émeutes après la mort de Naël, les émeutes sponsorisées par LFI. Donc, c'était quand même 3600 arrestations, 800 policiers blessés, 650 millions d'euros de dégâts, 5000 voitures brûlées et 900 bâtiments saccagés. Certes, il n'y a pas eu de salut nazi, mais c'était un peu plus coûteux pour la collectivité. Je n'ai pas parlé de Besançon. Besançon a fait un petit tweet, mais bon, je n'avais pas parlé de Besançon. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de Besançon. Écoute, figure-toi que ce jour-là, je lui ai répondu. Moi, j'aimais bien Besançon. Il a fait un tweet le matin de cette mobilisation. Il a fait un tweet parce que là, eux, ils étaient un peu disparus et ils ont profité de ça pour revenir. Donc, ça m'a fait réagir. Je lui ai répondu. Antifascistes, nous sommes. Antifascistes, nous resterons. C'est ce qu'il a tweeté le matin de la mobilisation. Et moi, je lui ai répondu, non, mec, en fait, non, antifascistes, tes grands-parents étaient. Cette histoire de fascisme et d'antifascisme, il faudrait qu'un jour on prenne le temps d'en parler longuement, parce que c'est vrai que la dénomination, le fait de nommer l'ennemi, c'est le moyen de créer l'ennemi. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que j'allais dire. En fait, ils n'ont plus, comme ils ont renoncé vraiment sur le... Moi, je l'ai bien vu dans les discours syndicaux et tout, ils ont renoncé sur tout ce qui est sur le social, ils ont renoncé en fait. Donc en fait sur la lutte des classes, ils ont renoncé, mais ça ils ont renoncé après. Il leur reste juste une imagerie qui est du passé, une imagerie du fascisme, de la lutte contre le fascisme, qui est une imagerie qui est vraiment qui correspond à une réalité, mais une réalité d'il y a 80 ans. Les années 30. Et ils n'ont pas même 90 ans, ça va bientôt faire un siècle. Et en fait, ils ne sortent pas de ça. Et en fait, il faut que ça existe. Pour qu'ils existent, il faut que cette menace existe. Et que cette imagerie soit toujours perpétuée. Et en fait, les mecs se prennent vraiment... J'ai vu des tweets dans ce sens-là, ils se prennent vraiment pour Jean Moulin. Alors que Jean Moulin leur cracherait la gueule, en fait. Oui, c'était... Et en plus, historiquement, les premiers résistants en France, ils étaient de droite, voire d'extrême droite. C'est les Sirards, le premier réseau de résistance en France, parce que le Parti communiste a rejoint la résistance après... l'invasion de l'URSS, parce qu'il y avait l'accord entre Staline et Hitler qui les en empêchait, et qu'ensuite ils sont rentrés dans la résistance, que le gros qui a provoqué une grosse arrivée dans les maquis, c'est le service obligatoire, le STO, mais que les premiers résistants français, le premier réseau de résistance française, il était de droite, voire d'extrême droite, il était très conservateur, ça a été les Sirards notamment, donc voilà, c'est aussi ça. La résistance aux nazis, elle a été, en tous les cas, en France, en 1939, de droite. Oui.
En 41, elle a été. Après, le PC est rentré dans le. Voilà. Petit rappel, petite précision. J'en profite, je tiens à saluer nos amis sur TikTok. Je ne peux pas lire tous vos messages parce que mon écran est très loin. Mais vous avez déjà 540 à être passés par ce live. Voilà, ce qui est pas mal. C'est une bonne. Voilà, alors ça discute sur le live. Voilà, il y a Jean Moulin aurait craché sur la pseudo-marche pour Quentin. Peut-être, on va pas. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais non, je pense qu'il n'aurait pas craché sur la mort d'un homme. Voilà, très clairement, il n'aurait pas eu clairement. cette réaction. Je ne le connais pas, hein, mais je pense que non. C'est voilà, de se réjouir de la mort d'un homme, quel que soit son bord, il n'aurait pas eu cette et se répandre comme ça et recommencer et se rouler dans cette fange. Non, ça, il n'aurait pas fait ça. Non, je pense pas. Alors, on va un peu avancer. Moi, je conclurai juste. Ciao, Quentin. Ouais. Attention, fais pas ton gassio. On va parler des médias parce que pas de contre-attaque idéologique sans blitzkrieg médiatique. La gauche a battu le rappel de ses forces d'experts, n'étant pas partis au sport d'hiver pour tapisser les plateaux du service public d'un narratif féerique où les assassins deviennent des gentils et les victimes des bourreaux. On peut citer entre autres pseudo-experts du fascisme dans le service public, Erwan Lecoeur, Isabelle Sommier, Hugo Pellata, tous liés soit au PS, soit au Vert, soit à LFI. Bref, tous NFP. Donc ces gens sont invités le plus sérieusement du monde sur les plateaux du service public pour salir la mémoire de Quentin, mentir sur les faits et répéter que son lynchage, après tout, n'est qu'un point de détail de l'histoire de l'antifascisme. Mais tout ce tableau ne serait pas... je dois avouer que j'ai fait toute cette chronique uniquement pour arriver à ce point, c'est les Twitchers de gauche. Alors je vais commencer avec du soft. Je vais commencer avec Marie Coquille. Oui, je vois qui c'est. Ouais. Voilà, c'est la plus soft. Je dois avouer que c'est la plus soft. Alors, il paraît qu'il est biaisé notre live et nous dit. Elle nous dit. Alors, c'est possible qu'il soit un peu biaisé parce que. Voilà. Mais comme je le dis. Juste deux gars qui se brossent entre eux. Oh non. Comme je le dis, honnêtement. C'est vrai que la gauche s'est répandue partout. Oui, c'est tellement facile. Et qu'il y a eu un peu. Alors, il n'y a pas eu de contre-discours, pas vraiment. Je veux dire, il n'y a pas eu de positionnement du RN ou même de réaction par rapport à ce que disait la gauche. En tout cas, je ne les ai pas entendus. Ils sont. Non, le RN laisse faire, mais c'est en général leur position. Bon, alors, le RN est dans sa stratégie perpétuelle de dédiabolisation. Ils ont mis à pied 2-3 candidats. Là, oui, il y a eu il y a eu ça. Ils s'occupent plutôt des municipales. Bon. C'est même pas de la dédiabolisation, c'est de la gentrification, j'ai l'impression. Parce qu'ils sont dédiabolisés, ils le sont déjà. Maintenant, c'est de la normalisation. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire plus propre que propre. C'est encore un autre stade. Je pense que le RN, il vise le statut de ce qu'était le RPR il y a 20 ans. Je pense que c'est une droite conservatrice, pas plus. Hein. Parce qu'à la limite, ils font moins de... Je veux dire, presque le gouvernement est presque plus trash maintenant que le RN, en fait. Oui. Un Retailleau et un Darmanin sont presque plus à droite que le RN. En tout cas, dans leurs propos. Donc on va passer Marie Coquille. D'engager mon propos sur la dissolution de Némésis, j'aimerais apporter mon soutien plein et entier aux militants antifascistes qui ont été inculpés, à la Jeune Garde, à Raphaël Arnaud et à la France Insoumise. Alors, oui, parce que le truc, c'est que maintenant, ça va être. J'ai dit que c'est la faute d'un Quentin. Non, c'est la faute à Némésis. Parce que le nouveau truc, c'est de faire interdire Némésis. C'est-à-dire que le groupe qui était attaqué et que Quentin défendait, en fait. Ça, c'est fascinant. Donc, en fait, là, ils sont en train de faire des mecs, des assassins, ils sont en train de les transformer comme ils ont fait à l'époque de Jean-Marc Rouillant. Et, tu vois, ils sont en train d'en faire des héros révolutionnaires, hein, donc des assassins en bande organisée. Et les coupables deviennent Némésis. C'est-à-dire que des filles, au passage, ce sont des filles qui ont été agressées. C'est délirant. On va tout de suite le dire, là, parce que le chat, je sens que ça va s'emballer. On va tout de suite redire ce qu'on avait dit la semaine dernière, enfin, il y a 10 jours, à propos sur le fait que Némésis, on avait vraisemblablement rien à faire de Quentin. Oui. On a un jeune homme qui s'est pris pour qui a été protégé des jeunes dames et qui ont certainement très, très facilement exploité. Clairement, il n'a pas été payé, il n'a pas été formé. Ce côté chevalier blanc qu'ont les jeunes gens à 23 ans. Pour ces jeunes demoiselles, voilà. Et qu'on a cette dimension, c'est ce qu'on avait dit il y a 10 jours, hein, cette dimension très genrée d'un homme qui va défendre des femmes. Et je pense que Némésis,
coupable non, mais il y a une responsabilité de Némésis sur le fait de ne pas s'organiser, d'y aller pour ensuite chouiner. Oui, tout à fait. Il y a cette responsabilité-là et il y a une responsabilité dans leur réaction, parce que c'est vrai que moi, ça m'a assez choqué que Némésis, en fait, dès le départ, dès le mec n'était pas encore mort, ils en parlaient déjà. Si tu veux, ils s'en sont servis comme... un peu comme un martyr. Comme un martyr, mais ce que je peux comprendre. Mais, une image de marque, en fait. Voilà, c'était un degré à peine plus élevé que ce qu'elles faisaient d'habitude. C'est-à-dire que souvent elles sont tabassées, elles sont frappées en manif et tout. Et là, on avait l'impression que ça s'inscrivait là-dedans et que c'était pas plus grave finalement. Et même dès le lendemain, ils ont fait un live sur Frontières, je crois, que j'ai pas entendu, mais j'ai trouvé cette récupération. Non, c'est pas normal. Là, il y a quand même quelqu'un qui est mort, quoi. Donc tu fais un hommage un peu plus. Tu lui rends hommage vraiment. Tu fais pas ta politique en fait. La gauche a fait de la politique, mais eux aussi ils en ont fait. Et j'ai trouvé ça assez limite parce que on voit un peu comment ça fonctionne. C'est que ce mec-là, il a été complètement pas payé, simpé, pas formé. Voilà, il a été. Il a pas. C'est pas qu'il l'a cherché comme la gauche le dit. C'est que effectivement, si normalement il y a pas ce genre de situation ne doit pas arriver. Tu sais que les mecs de gauche sont violents. La jeune garde est là depuis longtemps. Voilà, c'est pas des enfants de cœur. C'est pas des enfants de cœur. Ils s'entraînent. Je veux dire, ça fait longtemps que les mecs cherchent à se cogner et qu'ils se cognent. Donc voilà, moi ça m'a un peu. La légèreté de Némésis. C'est léger. Voilà, ça a été léger. C'est très très léger. Il y a un côté soit cyniquement léger, soit complètement déconnant, quoi. Tu vas pas au clash. Je pense qu'on parlait de lutte des classes tout à l'heure. Je veux pas m'avancer, mais je pense qu'on reprochait à cette bourgeoisie de gauche, je pense qu'on peut le reprocher à Némésis aussi. Je pense que c'est profondément des gens qui viennent des mêmes milieux. Et je dirais, on va dire que c'est trop nul, c'est ce qu'on appelle la lutte des clashs. Oh là 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 là. Alors j'en ai 4 autres. Alors je te passe Mathieu, Burgalassi, je ne connaissais pas non plus. Alors lui, il s'exprime pas trop mal. Alors je le passe parce que j'ai vague souvenir. Mais donc au final, ce qui s'est passé jeudi, à savoir la mort d'un homme provoquée par une action de Némésis, eh bien c'était malheureusement inévitable et très prévisible. La mort d'un homme provoqué par une action de Némésis. C'est fou. C'est incroyable un échec sur le long terme, puisqu'au vu de mentir. Xénophobe, islamophobe et raciste. Au vu des violences qu'elle traîne partout derrière elle, ça fait longtemps que Némésis aurait dû être dissous et que ce groupuscule aurait dû arrêter de pouvoir comme ça continuer. En fait, c'est la faute de Némésis. C'est quasiment bientôt, ça va être Némésis qui l'a tabassé. De toute façon, la question de savoir qui est responsable est toujours au cœur de ce genre de choses. C'est aussi un échec qui va impacter l'antifascisme sur le long terme. Il dit bien. Alors attention, on ne peut pas en vouloir au groupe de personnes désignées comme les antifas de s'être défendus. On peut dire sur les images. Tu te défends quand tu es à 5 sur un mec qui est à terre. Enfin, on n'a pas vu. C'est leur gros truc, c'est on n'a pas vu. C'est une défense morale. Les images qu'on a vues n'existent pas. Hein. Personne ne les a vues. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde alternatif où il n'y a pas eu les images qu'on a vues. Et les témoignages, en tout cas celles et ceux qui sont disponibles aujourd'hui, qu'elles semblent avoir été agressées par un groupe fasciste armé et violent. Au départ, leur action relevait donc de la légitime défense la plus absolue. On ne peut pas. Le mec est à terre, il y a 6 personnes sur lui. Et surtout le mec. Dans ce jour-là, puisque l'agression par les militants d'extrême droite. C'est beaucoup de phrases pour justifier un meurtre, en fait. Hein. C'est ce que je vois, moi. Alors. Il y a deux choses. Déjà, la légitime défense, c'est un concept juridique. C'est au juge de dire il y a eu ou il n'y a pas eu la légitime défense. Donc là, le gars, il y va un peu vite. Dire un journaliste de l'Humanité a confirmé que Némésis faisait des guet-apens. Oui, peut-être. So what ? Et alors ? On tue les gens parce qu'il y a un guet-apens ? Non, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent. Mais c'est en ça que je vois. Parce que, en fait, le truc ne les aurait pas gênés, ils n'en auraient pas parlé. Là, en fait, c'est que c'est pour ça que je dis que psychologiquement, ils sont quand même atteints dans leur quelque part, ils le vivent mal cette histoire, parce qu'on ne ferait pas des tonnes d'argumentaires comme ça pour justifier un truc injustifiable. Un commentaire qui est assez drôle, je dois le dire, c'est la légitime défense. Bah oui, non, mais c'est fascinant. En fait, là, l'argumentaire du mec, c'est heureusement qu'on l'a tué parce qu'il aurait pu tuer quelqu'un d'autre. C'est marrant parce que c'est exactement l'argumentaire que de la loi fin de vie. Non, qui a eu quand Naël a été abattu par la police. C'est-à-dire qu'on disait, et on va en parler dans le top des bonnes nouvelles, parce que ça s'est reproduit. Le policier a tué quelqu'un qui était en délit, qui allait potentiellement tuer quelqu'un. Donc là, on a dit ça à l'époque. Ah, vous êtes des fachos. Mais en fait, ça te rappelle pas un film, ça ? C'est Minority Report. Oui, on tue les gens avant qu'ils n'interviennent. Voilà, c'est ça. Mais non, ça c'est le capital, c'est mal. Au sol, après la fuite des militants racistes sur les néo-nazis restés sur place. Alors, il y a racistes, néo-nazis, il y a toutes les chaque. C'est la carambole à 3 faces. C'est un truc de fou.
pas dû arriver. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord, mais on vient de faire 1 minute pour dire que c'est normal que ça arrive. Brut, et c'est comme ça que quelqu'un finit par mourir. Ça va être un prétexte pour traquer les antifas pendant des années, et ce sera utilisé contre toute la gauche pour dédouaner les fachos de leur violence en mode mon Dieu, écoute, c'est dommage. Il va falloir que les antifas réfléchissent à leur mode d'action, parce qu'on va éviter de tuer des gens peut-être. C'est une suggestion. On rappelle quand même que les médecins ont déclaré qu'il est arrivé dans un tel état à l'hôpital, Quentin, qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais oui, Némésis n'est pas neutre, je réponds à un commentaire TikTok. Oui, Némésis n'est pas neutre, mais pour l'instant, Némésis n'a à lyncher personne. C'est ce que faire la politique, c'est pas être neutre. Il n'y a pas à être neutre. Némésis n'a pas à être neutre. Elles ont un propos, tout comme LFI a un propos. La question, c'est, il y a eu la mort d'un homme. Là, je ne connaissais pas. C'est un truc qui s'appelle Histoire crépue et c'est un programme qui est subventionné par le ministère de la Culture. J'ai entendu parler de... Et je pense que... Moi, ça m'a choqué quand même que l'Assemblée nationale fasse une minute de silence, mais bon, à la limite, soit quelqu'un meurt, personne ne doit mourir. D'ailleurs, voilà, on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un, tu l'as dit, autant nazi soit-il, même si c'est tentant, on va pas se mentir. Mais du coup, l'Assemblée nationale, la droite et l'extrême droite, ils ont fermé la gueule pendant 1 minute parce qu'il y avait un nazi qui s'était fait buter. Attention au message envoyé. Mais putain, mais moi, rien que ça, putain, mais je serais la famille, je ferais des procès. Mais c'est un truc de fou, quoi. Comment tu étayes ça? Les mots n'ont plus de valeur, en fait. Ouais. Tiens, juste, c'est un point biographique de Otto. Moi, un grand-père à moi est mort en camp de concentration. J'ai ses lettres qu'il a écrit à ma grand-mère, qu'il a envoyé à ma grand-mère avant d'être déporté. Et il est mort donc en camp. C'était un résistant communiste. Voilà. En relisant les lettres et en écoutant ce jeune homme, j'ai envie de dire, mais on ne parle pas des mêmes nazis. Voilà. Moi, je parle pour moi, nazis, c'est les mecs qui ont tué 6 millions de juifs et 20 millions de Russes. Voilà, ça, c'est les nazis. Voilà. Là, c'est juste un mec qui n'est pas de ton avis. Et encore, encore tu ne le sais même pas, tu ne le connais pas. J'aimerais qu'on reprenne une perspective historique et qu'on redonne aux mots un sens, à défaut du sens premier de constater, ok, le langage évolue, les mots évoluent. Mais là, nazi, si nazi, ça veut dire ça, alors les mecs qui ont tué 20 millions de Russes et 6 millions de Juifs, c'est quoi? C'est quoi non, c'est fou. Et le mec raconte ça visiblement défoncé sur un plateau subventionné par le ministère de la Culture. Attends, je passe la suite. Il se fait buter, la droite et l'extrême droite ferme sa gueule. J'en connais un ou deux qui va peut-être se motiver à en buter 4, 5, 6. Parce que là, c'est clairement un appel à la violence, en fait. Parce que là, en fait, il inverse le truc. Il dit, bon, s'il y a des... Il y a des gens qui meurent tous les jours, frérot. Donc, oui, c'est triste, mais tranquille. Hein. Et en plus, c'est toi qui dis, en plus, il y avait vraiment cette vibe de il est mort pour ses idées. Ouais. C'est une vibe. C'est ça. Ouais, non, mais sérieusement, là, ça donne envie de devenir violent. C'est un trend. C'est un trend. Ce sont des gros gogoles, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est assez fascinant. Ça, c'est pas un Twitcher de gauche. C'est un micro-trottoir d'un mec qui s'appelle Golden Boy. J'ai vu ça sur Twitter et qui, alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est un mec qui filme avec la caméra une fille qui déchire une affiche d'hommage à Quentin. Bonjour madame, c'est des affiches de quoi? Ah, c'est des affiches Quentin. Pourquoi est-ce que vous cassez les affiches Quentin? Par exemple, moi je m'appelle Quentin, si je meurs tabassé, est-ce que vous allez décrocher mon affiche? Moi j'ai peur, moi. Non, je dis juste que se réapproprier ce discours et juste sans chercher l'idéal qu'il y a derrière et les valeurs qui je suis d'accord, ce que j'aurais fait c'est que j'aurais enlevé ça là, mais Quentin c'est dommage, un mec qui est mort, voilà, c'est pas très sympathique. Si vous mourrez, moi je vais pas faire ça à vos affiches, quoi. C'est Golden Boy, c'est ça? Si je meurs de ce genre de... 5 contre 1. C'était pas du 5 contre 1. J'ai vu la vidéo, tout le monde a vu la vidéo, elle est sur internet. C'était quoi du coup? Il y a plusieurs vidéos aussi. Oui, il y avait un mec par terre, il y avait 5 personnes qui le tabassaient, c'était pas du 5 contre 1. Je pense que vous avez pas vu l'autre vidéo avec l'autre angle où c'était vraiment un affrontement. Ah aussi. Si, j'ai vu la vidéo, bien sûr, ça cet affrontement, c'est un affrontement groupe par groupe, mais du coup il y a une personne qui est morte 5 contre 1. Là c'était justement quand il est mort. 5 contre 1, du coup, ouais, c'était ça. Du coup alors, elle fait référence à une vidéo qui est une contre-vidéo qui a été fournie par un groupe, par un média qui s'appelle Contre-Attaque, qui est une vidéo qui a été recadrée. On ne voyait pas tout. Et effectivement, on voyait des groupes se battre. Et c'est une vidéo qui a été exploitée par le Canard enchaîné, qui a été débunkée après, puisque effectivement, elle était partielle. Il n'y avait pas toute l'image. Donc, elle fait référence à cette vidéo-là. Soi-disant, son angle, on n'a pas toutes les vidéos. Attends, je termine juste la vidéo. Et votre vision des faits Ah non, c'est la vidéo. C'est la vidéo. Oui, c'est votre interprétation de la vidéo aussi, quoi. La vidéo que vous avez dit là sur le rebord, je l'ai vue. Du coup, ça c'est pas un 5 contre 1, c'est des groupes, quoi. Là, on a du mal à reconnaître qui est qui. Même les filles ont du mal à. Et après, il y a une autre vidéo où Quentin se fait tabasser, quoi. C'est là où il meurt.
5 contre 1. C'est la vidéo, quoi. Il est tout seul là, il y a 5 personnes qui le tabassent. Fact. C'est votre interprétation des faits. Non, c'est une interprétation, c'est pas la vérité. La vérité n'a pas eu lieu. Pas compris là. 2. Il y a 5 humains qui tapent et il y a un humain par terre. Elle est en 404 là, vraiment. Oui, non, Ben, je veux bien que la violence fasse peur et qu'on est arrivé à une escalade derrière. Mais qui dit que je suis pas sûr que chacun des camps soit forcément très. Ah oui, là, elle est en erreur 404, totale. J'ai rien compris. Ouais, alors juste une remarque. Donc, Sitam sur le TikTok, sur l'idée que les nazis, le parti national-socialiste, le NSDAP, serait arrivé au pouvoir, en tout cas que Hitler est arrivé au pouvoir par la démocratie, c'est un poil plus compliqué. Il n'a jamais été élu, il a été nommé chancelier. Son parti est arrivé premier à une élection, mais pas majoritaire. Voilà. Et donc, c'est un poil plus compliqué. Et suite à une grande opération dans laquelle ils ont énormément manifesté, et dans un pays qui était économiquement à terre en 1933. Donc, il représentait quelque chose que le président allemand ne pouvait pas ignorer. Donc, voilà. Hitler a été nommé chancelier et il n'a pas été élu. Après ça, on ne peut pas nier qu'il a été poussé beaucoup par les entreprises et le aussi, patronat. Plutôt Hitler que le Front populaire. On connaît aussi ça. Il a été énormément poussé, qu'il a orchestré une campagne d'intimidation violente, ça aussi, qu'il a. Non, son accession au pouvoir, elle est le fait aussi c'est quelque chose entre la prise de pouvoir et l'élection. Il n'a pas été élu en tout cas. Voilà, c'était juste pour revenir là-dessus. Maintenant, parlons de ce que tu viens alors, la vidéo, de passer. Golden Boy, alors j'aime beaucoup, j'ai découvert ça il y a très peu de temps. Je trouve intéressant ce qu'il fait, et je trouve d'autant plus intéressant qu'il ne le met pas en avant, mais c'est un métis. Oui. Voilà. Donc, oui, j'avais pas fait gaffe. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, là, parce que pour vraiment précisément cette vidéo, là, la meuf, elle est complètement désemparée, elle n'a pas de répartie, elle sait pas trop, tu vois. Pourtant, il pose des questions simples. Mais là, c'est pas n'importe qui prend au hasard dans la rue. C'est quelqu'un qui prend en flag de dégradation d'affiches à hommage à Quentin. Donc, c'est une activiste, en gros. Donc, tu vois que même une activiste. Là, elle est lobotomisée, la meuf. Enfin, je veux dire, elle ne sait pas ce qu'elle fait, en fait. C'est ça qui est... Et tu sais ce que disait Jung, le psychanalyste, les gens n'ont pas d'idées, les idées ont des gens. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, un certain nombre de gens ont des idées, non pas parce qu'ils y croient, non pas parce qu'ils ont travaillé le sujet, non pas parce qu'ils ont lu et qu'ils ont fini par être convaincus et qu'ils sont prêts à en débattre avec d'autres, mais parce que dans une époque individualiste où l'individu est une monade complètement atomisée, on reconstitue une sorte de tribu dans lequel arborer des idées communes est un moyen d'appartenir à un groupe. Et puis, comme on a expliqué, tu t'auto-places dans le camp du bien. On dit toujours en déconnant le camp du bien. Je pense qu'ils s'incarnent, ils se pensent comme ça, ils se vivent comme ça. Et ce faisant même, ils se pensent race supérieure. On n'a pas arrêté de le voir au travers de tout ce que je t'ai décrit. Ils se pensent supérieurs, se voient supérieurs, ils s'estiment supérieurs, peu importe la réalité qu'on leur oppose. Et ça, après ça, eux te traitent de raciste. Alors que profondément, ils le sont. Alors, il y a quelqu'un sur le chat qui pose la question: en quoi est-ce raciste? Alors, c'est pas du racisme basé sur la couleur de peau. C'est pas ça du tout. J'ai déjà expliqué, moi je crois pas à ça, parce qu'on est tous humains, donc il n'y a pas de couleur de peau, c'est une différence vraiment infime dans notre génome commun. Donc moi j'y crois même pas. C'est justement les gens qui prétendent, qui agitent du racisme partout, qui croient qu'on peut faire des différences entre les couleurs de peau, et que des gens en font et qu'on peut les juger là-dessus. Non, moi quand je parle de racisme, je pense, on l'a vu, on a eu l'exemple par exemple avec Gassio. La critique envers on va dire ce qu'ils appellent le nazi, le fascisme, le mec de droite, c'est très très large, parce que ça va très très vite, tout ce qui n'est pas comme eux en fait. Il se place comme au-dessus, donc ça veut bien dire ce que c'est. On ne peut pas appeler ça du racisme. Il y a un surplomb moral. C'est un surplomb moral. Je suis supérieur à vous. C'est ça que j'appelle du racisme. C'est-à-dire que, quelle que soit la configuration, il se place au-dessus. Et on le voit même au nom de l'universalité, l'universalisme des Lumières. Et on le voit même dans leur gestion de l'immigration. Donc on l'a déjà expliqué dans cette émission. Ils sont super ouverts et tolérants à l'immigration massive de gens moins qualifiés qu'eux. Voilà.
C'est des médecins ou des gens qui peuvent leur prendre leur boulot, c'est déjà nettement moins. C'est moins open. C'est nettement moins open. Voilà. C'est nettement moins open bar. Hein. Et ils sont déjà même eux-mêmes. C'est même pas. C'est des livreurs Uber qu'on importe. Hein. Et sans même. Oui, tout à fait. Et c'est Souleymane. Pourquoi il faut un triomphe à l'histoire de Souleymane? Parce que c'est ça. C'est l'immigration qu'ils veulent. Ouais. C'est cette immigration-là qu'ils veulent. Ils veulent pas le bac plus 15 dans l'université ou le spécialiste mathématicien qui va les laminer. Ça, ils en veulent pas. Et ce que je dis pour l'immigration, je le dis aussi pour les Français, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes procèdent de la sorte à l'intérieur du territoire. C'est-à-dire que j'ai eu 1000 fois à faire. Ils se placent dans si t'as pas fait telle étude, si tu viens pas de tel cercle social, culturel, machin et tout, tu dégages. Tu es un sous-homme. C'est pas une question de couleur de peau ou de quoi que ce soit. Ça, c'est le vernis qui se donne parce que ça les met en valeur moralement. Mais ils ont une mentalité ségrégationniste. Ce sont des médailles que tu arbores pour faire partie du groupe, comme des vêtements. Les idées sont des vêtements. Je ne suis pas un salaud, je suis pour que Souleymane vienne et qu'il ait tous les droits. Donc je ne suis pas un salaud. Voilà. Par contre, si Souleymane était docteur en médecine... Oui, non, mais voilà, surtout, faire venir Souleymane, je peux, comme ça, je dis bienvenue Souleymane et en même temps, je peux dire dégager Frédéric, Roger. Alors, il y a quelque chose, il y a une dimension là que je signale sur laquelle la gauche va devoir, dans les années à venir, faire très attention. Hein, c'est que les pays, nous sommes un pays d'accueil de l'immigration, soit. Les pays d'où viennent les migrants sont en train de vivre exactement le même phénomène que beaucoup d'autres pays comme le nôtre, c'est-à-dire ils vieillissent, la population vieillit. Et là, l'Algérie vient de publier un décret d'une sorte d'appel au retour des Algériens en France, parce que vieillissant, l'Algérie veut récupérer en gros ses forces vives. Et le Maroc et la Tunisie vont s'y mettre. Et dès lors, prôner l'immigration comme la gauche le prône revient à être une attitude coloniale. Ah ben pour moi, c'est l'attitude de la gauche, c'est-à-dire c'est la suite du colonialisme. Vider les pays vieillissants de leurs forces vives. Ouais. C'est ça qui se présente. Mais pour moi, la gauche, c'est du colonialisme d'un intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, elle se comporte exactement comme elle faisait du temps des colonies, mais elle le fait en indoor, dans les frontières. Et ça, c'est fascinant. Et elle ne le voit pas. Oui, non, mais comme c'est en train d'apparaître, parce que la pyramide des âges, les faits sont inévitables. Là, l'Algérie vient donc officiellement de dire on veut récupérer, revenez à nous, Algériens. La Tunisie et le Maroc vont embrayer. Et tous ces pays-là vont vouloir récupérer leurs forces vives, la gauche, en prenant l'arrivée, enfin la gauche, on va dire, les partis qui prônent, parce qu'en fait, les progressistes, voilà, c'est plus, il n'y a pas que la gauche qui prône ça, on voit bien que Darmanin et Retailleau, le patronat, tout le monde, voilà, Macron aussi. Hein. Donc les progressistes vont se retrouver dans une position de dire... nous sommes en train de vider des pays vieillissants de leurs forces vives. Voilà. Alors, on va finir ce petit aperçu par qu'on parlait de race supérieure. Donc là, c'est un Twitcher qui s'appelle Calivision, que je ne connaissais pas non plus. Alors, il dialogue avec une autre Twitcheuse au sujet d'un autre Twitcher de droite, pour le coup, qui s'appelle Sardoche. Mais ce qui est intéressant, c'est pas le sujet, il parle du débat gauche-droite et ce faisant, il se définit. Et en fait, il va démontrer par l'exemple tout ce que je viens de vous dire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un mec de gauche. Donc voilà, quasiment mot pour mot. En fait, vous êtes vraiment de gauche ? Vous n'avez pas confiance dans nos idées. Vous n'avez pas confiance dans notre capacité à convaincre. Vous n'avez pas confiance dans le fait qu'on connaît les datas et qu'on s'appuie sur la réalité des faits. Vous pensez que nos idées sont en sucre et que si elles sont confrontées à un putain de streamer jeu vidéo qui est nul à chier, qui ne sait rien sur rien, vous pensez que nous, on va s'effondrer face à ça, en fait ? Non, mais ça me rend ouf, en fait. On est tellement supérieurs. Intellectuellement, au niveau des arguments, au niveau moralement, tout en fait. Genre, c'est pas possible d'être dans un espèce de complexe de ah non, attention. Voilà. Mais en fait, en gros, il ne fait qu'exprimer avec des mots simples parce que lui, au moins, on le comprend. Il le dit clairement, il élabore très clairement. Mais en fait, en gros, on a la doxa en fait médiatico-politique des 30 dernières années à travers ses propos. C'est-à-dire que nous sommes supérieurs moralement. Voilà, nous sommes supérieurs. Et donc, je vois même pas pourquoi nous devrions pas avoir peur de discuter. Alors, c'est vrai que Sardoche s'est lancé sur un truc, il est sorti de son domaine de compétences et il n'a pas bossé, il y a été très 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 mollement et donc il s'est fait défoncer en débat, donc c'est un con. Là-dessus, si tu veux débattre, tu vas débattre, hein, ça s'apprend. Le débat, ça s'apprend, la rhétorique, ça s'apprend. Et il faut travailler son sujet. Il ne s'agit pas de dire nous sommes supérieurs, donc on n'a pas à débattre, ou de dire des deux côtés c'est con. Le meilleur moyen, je pense à ce film... d'après un roman de John le Carré qui se passe avec Gary Oldman, de Tinker,
qui se passe donc c'est à Londres au sein du contre-espionnage, du service du contre-espionnage. C'est un film d'espionnage qui est très très drôle, enfin non pas drôle mais qui est très très bien réalisé. C'est Gary Oldman qui est... C'est pas La Taupe. La Taupe, voilà, La Taupe. Et c'est Gary Oldman qui est un comédien que j'adore. Et il y a un passage, on les voit, c'est le jour de l'an au sein du service donc du MI6 qui étudie l'Union soviétique, enfin qui espionne. Et qu'est-ce qu'ils font à minuit? Ils chantent l'hymne soviétique, qu'ils connaissent tous par cœur. Parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'ils luttent contre un ennemi qu'ils connaissent. Ouais. Ils l'étudient. Ils ne le méprisent pas. Ils ne le méprisent pas. Ils le connaissent et ils sont capables de chanter l'hymne soviétique en russe. Il y a très peu de gens à gauche qui sont dans cette position. Bon, moi, je vais conclure là-dessus. Donc, on a vu un peu, suite à la mort de Quentin, un peu on a vu que quand la force de frappe centriste plus socialiste, plus LFI, donc c'est-à-dire en gros ça va du service public à la pigasphère, se met en branle, elle tente d'écraser le récit médiatique et elle y arrive plus tôt. C'est-à-dire que là, franchement, tu regardes la situation sans être au courant effectivement des vraies images et tout, tu peux vraiment croire à leurs conneries en fait. Et ça donne un bon aperçu de ce qu'on aura pour la campagne électorale des présidentielles. C'est-à-dire un narratif hors sol, c'est-à-dire une contre-réalité. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Déjà, je trouve que le narratif est hors sol dès lors où on est en campagne municipale qui est des élections locales, archi-locales. C'est déjà complètement hors sol. Eh bien, nous allons, avant de passer au sujet suivant, je ne sais même plus ce que c'est. Ah, il y a encore un énorme sujet, on est déjà à 1h30 d'émission, je ne sais pas comment on va faire. Je pense que là, on a débordé. Hein. Ouais, largement. On a largement débordé, parce qu'on a parlé de l'Iran, en fait. C'est ça qui nous a fait sortir des gonds. Donc, je pense qu'on c'était pas prévu. Je pense qu'on va virer des trucs, honnêtement. Je vous passe un petit interlude. C'est la rédaction de BFM qui traite la manifestation d'hommage à Quentin. Je vous passe ça et on se retrouve juste après pour le prochain sujet. Alors, t'as des images des dégradations de la manif de ces enculés de nazis à Lyon ? Non, que dalle, aucune dégradation, même pas un pare-brise cassé. Putain, fais chier. Montre-moi les séquences de ratonnade. T'en as ? Même pas, enfin il y a eu quelques insultes, mais les types répondaient aux provocations d'un arabe tenant un cutter. Ah parfait, fais un montage là-dessus pour garder juste le moment de l'insulte. Tu me feras aussi une compile de tous les saluts nazis. Bah il y en a eu qu'un seul. On s'en fout, fais des arrêts sur image au bon moment pendant que les mecs avaient les bras en l'air. On va les niquer ces enfoirés de fachos. C'est pas un peu de la manipulation tout ça ? Ta gueule Thierry. Donc c'était la rédaction de BFM qui traitait des manifestations de l'hommage à Quentin. Attention, c'était une vidéo réalisée en intelligence artificielle. Voilà, et puis c'est une cascade faite par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Aucun rapport avec la réalité, ça ne s'est pas passé, c'est purement fictionnel. Toute ressemblance avec un personnage existant ou ayant existé serait fortuite ou involontaire. On peut savoir ce que ça sera pour ces messieurs ? T'as dit la même chose qu'amnésique ou quoi ? Liberté. Voilà, donc on a vu que notre glorieux leader, gloire à toi, notre glorieux leader était en voyage dans ces républiques lointaines et sous-développées que sont l'Inde, au milieu d'une assemblée d'étudiants de vulgaires matières scientifiques qui n'ont aucun intérêt pour nous, peuple du tertiaire. Informatique, mathématiques. Et il leur a parlé de liberté d'expression. Et écoutons les phrases de notre glorieux leader, buvons ces mots. Because, free speech is a pure bullshit if nobody knows how you are guided through this so-called free speech, especially when it's to be guided from one hated speech to another hated speech. On traduit. I just want to have a transparent road through these different speeches, and I want, by the way, to have a sort of public order. To avoid racist speech. Alors, en gros, la liberté d'expression, c'est de la connerie parce qu'il n'y a que de la haine qui est propagée et il faut un guide transparent pour nous éviter les paroles de haine. Il ne faut pas que ça existe. C'est comme la réalité, il faut la mettre sous le tapis. Donc, il ne faut pas qu'elle s'exprime. Il ne faut surtout pas de traces de réalité. Il a dit, la liberté d'expression, c'est d'une connerie si personne ne sait... On va réécouter mot pour mot. Je vais vous le traduire mot pour mot parce que c'est vrai qu'il faut quand même prendre conscience de la portée de ces mots. Hein. Because, free speech is a pure bullshit if nobody... Alors, la free speech, la liberté d'expression est une pure connerie si personne ne sait comment se naviguer dedans. Voilà. En fait, en gros, vous êtes trop con pour comprendre ce qu'on vous dit. Voilà, ça c'est à peu près ce qu'il vous dit là, en gros. Hein. Là, il parle devant des scientifiques et des étudiants qui sont déjà qui ont des QI 2 fois supérieurs aux siens. Ensuite. Through this so-called free speech. Alors, so-called free speech, alors il dit soi-disant liberté d'expression, parce que pour lui, ça n'existe pas. La liberté d'expression, c'est un concept vague.
When it's to be guided from one hated speech to another hated speech. Ça n'existe pas parce que on ne va que d'un propos haineux à un autre propos haineux. Alors là, je pense que sans le nommer, il veut parler. Enfin, il imagine qu'on va comprendre, et c'est ce que je comprends, qu'il parle du réseau X, de Twitter d'Elon Musk. Alors, vous n'avez qu'à faire un tour sur Blue Sky, vous allez voir ce que c'est des propos de haine aussi. Simplement, la haine, elle s'exprime de l'autre côté, donc ça va, c'est de la haine propre. De toute façon, personne n'est sur Blue Sky, hein, c'est pas la peine d'aller faire un tour. Alors, on continue. I just want to have a transparent road through these different speeches. Alors, il veut une route transparente à travers ces différents speeches, discours. Alors, une route transparente. Donc c'est la route de la vérité officielle. J'ai envie de dire, si soit il y a une route, soit elle est transparente. Il ne peut pas y avoir les deux à la fois. C'est soit tu as un guide, soit tu n'en as pas. Alors, il n'y en a pas, c'est aussi ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, il y en a un, parce qu'il y a les algorithmes qui t'influencent d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est une chose. Mais en fait, ça lui plaît pas. Il veut son algorithme à lui. En fait, c'est ça que ça veut dire. La route transparente, ça veut dire ma route, c'est la sienne. Mais route transparente, c'est pas possible. Tu as un panneau d'indication ou tu n'as pas de panneau d'indication. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est pas les deux. Un panneau d'indication te donne une indication. Il peut pas être transparent. Listen, I want, by the way, to have a sort of public order. I want to avoid racist speech, hated speech, and so on. Alors, voilà, ben là, il veut de l'ordre sur les réseaux, donc ça veut dire un code de la route des réseaux sociaux, et to avoid racist speech. Donc ça veut dire pour éviter les discours haineux. Alors, une fois de plus, c'est un débat de fond qu'on a en France ou qu'on n'a pas en France. C'est-à-dire que c'est pas parce que les discours haineux sont interdits qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire que c'est compliqué en fait. Est-ce qu'on doit avoir une autorité qui doit décider de ça pour le commun des mortels ? C'est une vaste question. En France, on a décidé que oui. Puis il y a déjà des lois sur la liberté d'expression. On en est au moins à, je sais pas, 7 ou 8. Il y a déjà plein de trucs qu'on peut plus dire. On peut pas dire ça. Voilà, on peut pas faire du négationnisme. On peut pas faire... C'est comme ça. C'est la loi. Moi, je suis fondamentalement contre toute contrainte de liberté d'expression. Position que moi je partage la position de Chomsky notamment. Oui, ce qu'on a reproché à Chomsky d'avoir défendu Faurisson. Non, d'avoir écrit une préface. Oui, il n'a pas un avant-propos, même pas. Ouais, mais il a défendu en fait la. Moi, je m'en fous de Faurisson et je m'en fous de Chomsky, mais il a défendu la liberté d'expression. Voilà. Voilà. Mais bon, ça en France, on considère que les citoyens sont des idiots et qu'ils ne doivent pas entendre les choses qui sont déplaisantes. Et là, le deuxième point de cette intervention de Macron. Ça, c'est le discours, on va dire, le ripollinage de l'extérieur. Je me bats contre le mal. En fait, là, ce qu'il veut éviter, c'est pas le racisme ou l'expression de haine. Il s'en fout, en fait. C'est qu'il veut éviter, il veut mettre la main sur l'expression, en fait. C'est-à-dire que voilà, il faut qu'il perde le narratif. Il veut leur mettre la main dessus, coûte que coûte. Donc, le bridage des réseaux sociaux, le contrôle par l'identité, par de plus en plus de lois sur l'expression et sur les algorithmes. DSA, chat control, on a vu. Ça n'a qu'un but, c'est pas la réduction du racisme, il n'en a rien à secouer. De toute façon, il ne peut pas le réduire comme ça. Quelqu'un qui est raciste restera raciste, Twitter ou pas Twitter. Les médias traditionnels ont perdu le contrôle du narratif. Ils ne s'adressent plus. On voit bien que la moyenne d'âge pour les chaînes de télé 65 ans. Donc ils s'adressent aux boomers qui sont quand même une force électorale importante, mais qui sont en train de mourir, tout simplement. Et qu'ils perdent en fait l'accès à l'électorat à venir. Voilà. Oui, parce qu'on dit toujours on fait la politique pour les retraités qui votent, les boomers, machin et tout. Il ne faut pas oublier que ça fait 20 ans qu'on le dit ça, et les boomers, ils finissent par mourir en fait. Voilà. Ils arrivent, donc en fait, les prochains boomers, c'est nous. En fait, et nous, on voit déjà que même sur ma génération, le discours il passe plus aussi facilement. Donc là, il commence à s'inquiéter parce qu'avant, c'était quasiment, t'avais qu'à bombarder sur France 2 et machin. Tu faisais Ruquier, Salamé, machin. Tu tapissais avec 2-3 journaux et c'était bon, ça passait. Le truc passait. Ça a commencé à merder avec l'Europe en 2005. En 2005, il y a déjà eu des ratés dans la machine. Mais là, maintenant, c'est clair que le bullshit. Oui, on l'a vu avec les mails. C'était les mails, l'irruption d'Étienne Chouard en 2005. Alors, on va passer sur Jean-Noël Barrot, qui était invité sur France Info et qui s'est exprimé, lui, beaucoup plus clairement, mais en même temps, on sent qu'il a un balai dans le cul. Et en fait, on lui a mis en plugin son discours. D'abord, c'est Jean Laïcité Barrot. Jean Laïcité Barrot, pardon, excuse-moi. Pardon. Jean Laïcité Barrot, excuse-moi. Pour reprendre votre expression, arrive à peser sur la présidentielle française.
J'ai le sentiment qu'elle tente de le faire et je crois que notre responsabilité, c'est de l'en empêcher. Et pour cela, de reprendre le contrôle de notre espace public. Et cela passe par une mise au pas des réseaux sociaux qui servent en quelque sorte de plateforme à un certain nombre de ces mouvements, de ces mouvances de l'international réactionnaire pour venir perturber le débat public et venir fragiliser. Alors, le débat de l'en empêcher. Voilà. Ce qu'il appelle le débat public, c'est nous. En fait, le débat public, c'est leur parole. Il n'y a pas de débat et voilà. Il y a juste le mot public en fait qui est juste dans sa phrase. L'international réactionnaire, mais gloubi-boulga. C'est surtout l'intégrité de nos processus démocratiques. Il faut bien comprendre l'intégrité de nos processus démocratiques. On l'a vu en Roumanie. Les mecs ont intervenu dans toutes les élections. Les mecs sont torchés avec le résultat de la Constitution du référendum sur la Constitution en 2005, mais ils te parlent de l'intégrité du processus. Voire bientôt de la pureté de notre processus électoral. La démocratie repose sur un débat public intègre, vibrant, à la lumière de l'information. Alors, à la lumière de l'information, c'est à la lumière de notre information. C'est celle que promulguent les médias qui nous contrôlent. Que nous avons validés et qui sont dirigés par nos amis. Par une presse pluraliste, indépendante. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Et que tout ce modèle, ce qui fait notre fierté, et qui est un trésor national, qui assure notre rente, elle est aujourd'hui menacée. Et c'est pourquoi... Voilà, ça c'est vrai. La sécurité financière de ces gens est menacée, elle aussi. À propos de liberté d'expression, je trouve qu'il y a un institut, Étude of Future of Free Speech, a réalisé une étude sur les contenus des réseaux sociaux en France, en Allemagne et en Suède. Et cette étude montre que 90 à 99% des contenus supprimés sur Facebook et YouTube dans ces 3 pays étaient parfaitement légaux. Tout ça pour l'année 2023. Donc la censure excessive n'est pas un bug, c'est devenu une fonctionnalité des gouvernements. On l'a dit 1000 fois ici, on l'a répété, le but du DSA n'est absolument pas la protection de vos enfants, ils en ont rien ils sont en contre-quart de vos enfants, mais c'est bien l'éradiction. D'ailleurs, les différents scandales dans l'aide sociale à l'enfance montrent à quel point ils s'en foutent. Voilà, mais c'est bien, il s'agit bien de l'éradication de toute pensée divergente, qu'elle soit de gauche ou de droite d'ailleurs, puisque la seule pensée qui va bien pour eux, c'est la pensée européenne, qui va bien dans les clous et qui surtout leur permet de rester au pouvoir. Comme disait Emmanuel Todd, essaye d'envisager de rentrer à l'ENA en étant contre l'Europe. Voilà, c'est absolument impossible. Et là, c'est vrai que le climat se durcit. Alors, on va en parler en vitesse là, parce qu'on est vraiment en retard. Là, on a vraiment pris un coup de. Alors, on peut parler du du vidéaste Théo Malini qui a dû quitter la France en fait. Alors, il y a une forme de censure, c'est la débancarisation. C'est un truc qui est en train d'arriver. C'est ça, ça arrive à beaucoup de. La banque un jour vous appelle en disant on a fermé votre compte. Ouais, bien sûr. Non, mais ça, parce qu'il n'y a pas que la censure. On va dire au bout d'un moment, quand tu fais 300, 400 000 personnes par jour. Te censurer, ça devient presque contre-productif. Ouais. Donc en fait, il faut te saboter ta vie par les intimidations, par la débancarisation, par des coups de pression, par la perte de ton emploi, par des campagnes diffamantes elles-mêmes sur les réseaux sociaux. Et donc c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive à plusieurs streamers de droite, essentiellement, il faut le dire. Je suis même pas sûr que Théo Malini soit de droite. Non, mais je parle de droite. Il y en a d'autres qui sont eux pour le coup de droite. Et Théo Malini donc a dû quitter la France. Alors Théo Malini faisait en plus il était plus axé sur la politique internationale que sur la politique intérieure. On peut parler de Pierre Sautarel qui a eu un petit coup de pression là de la part de. Alors il l'a récupéré, mais effectivement on l'a fermé. Pierre Sautarel qui est sur TikTok, sur X, Twitter depuis 15 ans et à qui on a demandé de prouver qu'il avait plus de 18. Alors au passage, elle est bonne celle-là. Dans la foulée, moi j'ai ouvert mon compte Twitter il y a 18 ans. Donc il y a Fred Moto qui nous parle du Raptor. Oui, le Raptor qui est intervenu récemment, effectivement. On lui a mis un gros coup de pression, le Raptor. Il y a un certain nombre de là c'est clair, là, ça, ils ont ouvert le feu là. Ça commence. Il y a les municipales, mais les présidentielles arrivent et là il va y avoir des gros coups de karcher. Ils sont décidés. Bon, on va faire vite. Je tiens à vous signaler que sur TikTok là vous êtes 900. Vous avez été 900 à passer là dans le live. Je vais finir mon petit passage numérique sur. Parce que c'est assez ironique, dans le même temps où on appelle une mise au pas des réseaux sociaux et de l'expression sur Internet au nom de la protection de l'enfance, on apprend que 2 hackers ont récupéré le mot de passe très sophistiqué, puisqu'il s'agissait de France 98, d'un agent qui avait en charge le fichier de l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, et qu'il y a 75 gigas d'informations sur des enfants qui sont en circulation à l'heure actuelle, avec plus d'1,5 million de photos d'élèves de collège et de lycée, potentiellement accompagnés d'identifiants et d'informations personnelles sensibles. Mais le
PSA va les sauver. Voilà, donc ce qui est fascinant, c'est qu'avec notre glorieux leader, les enfants ne vont plus pouvoir aller sur les réseaux sociaux pour contempler leurs propres photos qui auraient été volées sur des sites officiels. Voilà, c'est une idiotie totale. Donc en fait, il faut c'est comme quand il y a le Covid, on avait dit on sera jamais confiné, personne n'y croyait. Moi, je suis persuadé que X ou des réseaux comme ça, même TikTok, peuvent disparaître du jour au lendemain. Oui. Du jour au lendemain. Il y a un danger énorme pour l'élite au pouvoir de perdre le pouvoir. Voilà, donc il faut se préparer. Puisqu'on parle de réseau numérique, je tiens déjà à vous remercier de votre fidélité, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur TikTok. Vous nous regardez sur TikTok en live, puisque nous avons battu un record de connexion le mois dernier avec 250 000 spectateurs. J'ai même pas cru ce que j'ai... 250 000 spectateurs, je suis sûr que j'en connais un. Donc merci de votre fidélité. Merci de partager ces vidéos parce que c'est hyper important que vous partagez. On n'a aucun budget publicitaire, on n'a aucun autre moyen. On n'a aucun budget en fait. On n'a aucun budget, en gros, voilà. Jamais de mon café. Ouais, tout à fait. Donc si vous voulez nous soutenir, alors sur TikTok, je ne sais pas comment, j'avoue que je ne connais pas ce réseau, comment on peut nous soutenir sur TikTok. Par contre, sur nos abonnés YouTube, vous pouvez souscrire à notre chaîne, vous abonner avec des dons, il y a 3, 5, 10 euros par mois et il y aura des contenus exclusifs, il y aura plein de petits, comment on appelle ça, frites, des petits cadeaux. Des goodies. Vous pouvez également, j'ai appris ça, donner des boosts, voilà, financer des boosts sur notre programme sur YouTube. Voilà, j'ai appris ce que c'était. Booste-moi. Booste-moi, et voilà. Donc merci pour vos boosts. Et vous pouvez effectivement aussi vraiment. My boots are made for walking. Stop interrupting me, please. No, I'm just okay, right. Vous avez également une façon encore plus concrète de nous aider, c'est le Tipeee. Enfin, plus concrète, plus volumineuse de nous aider, c'est le Tipeee. Vous pouvez faire des dons allant de 1 à 2 millions d'euros. Ils sont acceptés. Voilà. Donc le Tipeee, tout ça, que ce soit le Tipeee, le TikTok ou YouTube, c'est la même adresse, Jamais Podcast. Vous tapez Jamais Podcast et vous nous trouvez. Merci de votre fidélité. On est super heureux. On essaiera de refaire des émissions à plusieurs parce que visiblement ça vous plaît quand on est à plusieurs dans l'émission. Ouais. C'est celles qui ont fait le meilleur chiffre. Donc c'est le côté orgiaque de Jamais Trop Pas Assez. C'est compliqué à gérer, mais ça fait du voilà, chiffre. Donc voilà. Et puis on espère pouvoir évoluer et monter. Bonjour Nanou Cocotte. Ah bonjour, ça fait oui c'est vrai. Alias Véro, elle nous dit bonjour. Elle est là, non mais elle est là depuis le début. Ah. Son nom me dit quelque chose. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, et on veut passer à des lives un peu plus évolués où justement on pourra vous prendre à l'antenne, me passer des extraits, vous verrez les extraits parce que là pour l'instant c'est un peu avec les moyens du bord. Et mais pour ça il nous faut un peu de budget, un budget qu'on n'a pas encore. Donc il faudrait que je budgétise ça, mais en gros on a besoin de au moins 2-3 000 euros par an pour pouvoir monter en gamme quoi. Donc voilà, là on les a clairement pas. Même si ça commence à venir un petit peu, mais voilà, il faut qu'on puisse passer à cette étape-là où là on pourra vraiment faire du multi-stream. Vous pourrez prendre votre chat, ce sera à l'image et tout, voilà, donc ce sera beaucoup plus sympa. Ah vache, moi-même je me fais mal au crâne. D'y penser, là, Alors on devait faire un point France Télé, et ben on le fera la semaine prochaine. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses, ça a très bien conséquent, secoué, et donc on va tout de suite passer plutôt au top des bonnes nouvelles. Et c'est le top des bonnes nouvelles de la France Potemkin, certifié Macron Score A. Et on commence tout de suite avec le numéro 10, Louis-Marie. C'est moi ? Oui. Alors, dans The Lancet, tu sais, ce journal médical hyper sérieux, on apprend, alors en tous les cas, il y a un article qui parle de la femme, mais qui ne dit pas femme. On ne dit pas femme d'ailleurs. Que dit-on ? Corps avec vagin. Ah, effectivement, c'est beaucoup plus précis. Voilà. Donc, une femme, c'est un corps avec un vagin. Un homme, c'est un corps avec un pénis, je présume. Ceci étant, je ne sais pas comment on va parler de femme à pénis, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi cette situation-là. J'avoue que je suis un peu perdu. Moi aussi, comme moi, face à mon clavier de pad, j'ai encore une fois de plus perdu mes badaboum. Donc on va passer au numéro 9 sans badaboum. Numéro 9, on en parlait tout à l'heure, c'est l'histoire de Souleymane. Souleymane qui était donc le grand héros des Césars édition 2025 l'année dernière. Le film sur ce livreur Uber Eats. Voilà, sans papier, qui était un livreur Uber Eats sans papier. Voilà, film que je n'ai pas vu, je précise, je ne l'ai pas vu. Mais...
Donc c'était vraiment la gauche bourgeoise en a fait son héros. Elle se réjouissait de permettre à la misère du monde de lui apporter à domicile ses Pokéballs. Eh bien, il faut savoir que Souleymane, de son vrai nom Abou Sangaré, ex-OQTF, il ne l'est plus, mais il est furieux contre le petit monde du cinéma français et il le fait savoir sur son compte Instagram via un message dont je doute que ce soit vraiment lui qui l'ait écrit. Hein. Je vais vous le lire. C'est la logique du système. Les Césars adorent produire des figures symboliques utilisées comme caution progressiste, geste politique au rabais. IL se félicite d'avoir osé, mais derrière le pouvoir reste au même endroit. Les financements circulent entre les mêmes producteurs, les castings passent par les mêmes agents, les rôles principaux restent assignés au même CRPS, au même corps, je pense, aux mêmes accents, au même milieu. Ah ça, le cinéma français aime raconter les marges, il les filme et les récompense, mais ne les laissera jamais accéder au centre. La question n'est donc pas pourquoi n'a-t-il pas tourné, mais qui décide de qui tourne. Tant que cette décision restera concentrée entre quelques mains socialement homogènes, les cérémonies continueront de produire des révélations de vitrines pour mieux faire passer la pilule d'un pays qui se fascise à toute vitesse. Et si le vice était structurel, mettre des artistes en concurrence, hiérarchiser les trajectoires, sacrer l'un pour mieux invisibiliser l'autre, est-ce vraiment ainsi qu'on construit un écosystème bienveillant et équitable ? Bon, c'est un peu le gloubi-boulga. C'est un gloubi-boulga parce que c'est intéressant. Il s'en prend au milieu progressiste du cinéma et il parle et il a fallu qu'il écrive que le pays se fascisait. C'est pour ça que je dis que c'est pas lui qui l'a écrit. Voilà. Mais de toute façon, dès que c'était marqué Yale, j'ai eu un doute. Oui. Mais néanmoins, il a raison. C'est-à-dire que sur une grande partie de son texte, surtout, ce qui est l'essentiel, c'est qu'il a reçu le César l'année dernière et qu'il n'a pas tourné depuis. Il n'a pas fait un seul film. Il n'a pas été contacté. C'est pas alors j'ai envie de te dire, c'est souvent le cas. Ça arrive souvent à des gens qui ne sont pas du système cinéma classique. Oui. C'est arrivé à plein d'autres. Hein. Il y a même eu à Cannes, il y avait eu une. Ouais, ça me revient. Elle avait même été sifflée d'ailleurs. Alors elle n'était pas noire, elle était juste belge. Elle a eu le prix d'interprétation à Cannes. Je ne sais plus pour un film de. Attends, vas-y, continue. 98. Je ne sais plus le nom du film, mais c'est un film de. Je ne sais plus comment il s'appelle, un réalisateur français qui fait des films trash là. Je vois tout à fait. Et qui depuis d'ailleurs fait des films moins trash. Depuis qu'il tourne avec Léa Seydoux. Voilà, exactement. C'est-à-dire que lui, c'est lui-même normalisé. Il fait des films beaucoup plus consensuels. France Télévisions, Arte. Et lui, maintenant, il a des succès. Tu vois, il tourne avec Lucchini. Alors que quand il donnait des rôles à des amateurs et donc cette personne belge. Voilà, Séverine. Canel, ouais. Qui joue dans L'Humanité, que j'ai vu par ailleurs, de Bruno Dumont. Ouais, je veux dire que ça ne touche pas que Abou Sangaré, mais néanmoins, il n'a pas tort. Pas tort. Et effectivement, Bruno Dumont, qui a tourné beaucoup avec des comédiens non professionnels et qui, là, ça y est, un de ses films avec Léa Seydoux est devenu très consensuel et, à mon sens, très inintéressant. Voilà. On passe tout de suite au numéro 8. Numéro 8, donc c'est une nouvelle assez dramatique. C'est donc le meurtrier de Sarah Halimi. Je ne sais pas si tu te souviens de Sarah Halimi, qui avait été torturée, cette vieille dame juive qui avait été torturée et jetée par la fenêtre. Défenestrée, voilà. Par un mec qui avait crié Allah Akbar. Donc son meurtrier, Kobili Traoré, qui avait été à l'époque déclaré irresponsable pénalement en 2017, donc a de nouveau été arrêté. Donc Kobili Traoré a été interné dans un hôpital psychiatrique du Val-de-Marne et bénéficié de permission de sortie. Et donc c'est lors de cette permission de sortie qu'il a fait un braquage. Donc voilà, la France Potemkin, par l'exemple, hein, on a considéré que le meurtrier de Sarah Halimi n'était mentalement pas responsable, que la prison serait trop traumatisante pour lui. Voilà, je ne sais que dire. J'ai pris la nouvelle la pire parce que j'avais honnêtement plein de nouvelles comme ça cette semaine. Il y en a eu plein dans les infos de gens qui ont été réarrêtés parce qu'ils avaient été libérés trop tôt ou carrément pas jugés. J'en ai eu plein. J'ai pris juste celle-là parce que celle-là c'est la plus sordide. Hein. Il y a quand même, c'est un crime. Normalement, il devait faire 30 ans incompressible, hein, le mec. Hein. Il n'a même pas été jugé, quoi. Tu vois que on a oublié quand il y a eu le débat sur la peine de mort il y a longtemps, hein, c'est que la peine de mort, on dit oui, n'est pas, c'est pas préventif, ça n'empêche pas les meurtriers des meurtriers, mais c'est pas le problème. La peine de mort n'est pas censée être préventive. La peine de mort a pour but d'empêcher la personne de recommencer. Oui. Et la peine de prison aussi. Oui, non mais ça, c'est un gros mot en France. Numéro 7, Louis-Marie, c'est à toi. Le Mercosur est adopté à titre provisoire et préventif. Alors évidemment, il y a la Cour européenne de justice qui est saisie, il y a les pays qui s'y opposent, mais c'est pas grave. Von der Leyen a décidé qu'elle s'en foutait. Puis après tout, c'est bon pour l'Allemagne. Elle est allemande. Qui a dit qu'il y avait un retour des nations ? On va écouter notre glorieux Premier ministre il y a 2 mois à peine. Pour être très clair sur le Mercosur, vous connaissez les positions de fond, elles ont largement été expliquées ici. Le Sénat s'est largement mobilisé, à discuter, à voter. Et donc, si la Commission européenne souhaite passer en force
en cette fin de semaine et aller au vote, la France votera contre le traité du Mercosur. Voilà. Et là, elle est passée en force et tu vas faire quoi ? Et ben, voilà, il va fermer sa gueule comme d'habitude. Allez, hop. Voilà, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le pouvoir est à Bruxelles. Donc, Mélenchon ou Marine Le Pen ou Jordan Bardella, président de la République, voilà. À moins qu'on ne coupe vraiment violemment cette union contre nature avec l'Europe. Et l'Allemagne. Voilà. Numéro 6. C'est encore à moi ? Non, c'est à moi. Excuse-moi de vivre. Voilà. Excusez-moi quand même. Chouchou. Numéro 6 avec un nouveau potentiel. Naël à Nîmes. Alors je dis potentiel. Il est mort. Je ne sais pas s'il est mort. En tout cas, il a fait un mort. Ça, c'est vrai. Donc un multirécidiviste de 17 ans sans permis, mais qui arrive quand même à louer une Audi Sport. Grille un feu rouge, roule à contresens avant de percuter mortellement un enfant de 8 ans qui meurt sur le coup. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que j'appelle ça un nouveau Naël. C'était ce qu'aurait pu causer Naël, on en parlait tout à l'heure. Oui, voilà. C'est le même schéma. Donc voilà. Là, il y a un enfant de 8 ans qui est mort. Ouais. Numéro 5, c'est à toi. Donc, alors, on apprend par le journal Le Monde que les fraudes commises au préjudice de l'UE atteignent un niveau record. Youpi ! Selon le parquet européen, leur chiffre a quasi triplé entre 2024 et 2025, dépassant 67 milliards d'euros. Voilà, donc l'UE, c'est un tube percé, un tuyau percé, et puis chacun vient remplir sa gamelle là où il y a des trous. C'est le principe de la corruption. Voilà. Et donc là, ce sont tout simplement les fraudes que le parquet européen investigue. Ah oui. Donc, voilà, tu vois, c'est juste ça. Ne parlons pas de celle, tu vois, on se souvient de la députée européenne qui s'est retrouvée avec des billets, avec des valises de cash chez elle et qui est toujours en poste. Elle avait 500 000 balles en cash chez elle. Cette belle machine à blanchir du pognon. Voilà. Numéro 4. Numéro 4, c'est notre lumière nationale, et c'est fort logique, Maud Bréjon, qui est recasée ministre de l'énergie. Logique. Ouais. Oui, car il y a eu un remaniement. On a changé l'ampoule. Oui, il y a encore eu un remaniement ministériel. Oui, alors oui, j'ai entendu. Il y a un remaniement. Plus personne fait gaffe. Il y a eu, je crois, 190 ministres. Oui, là, non, on a 200, je crois. On a 200 avec Macron. Avec Macron, ouais. Et donc, ministre de l'énergie. Alors, donc, donc des factures d'électricité qui devraient être divisées par 5 et qu'on va payer, qui vont être multipliées par 20 en fait bientôt. Oui. Merci Maud. Voilà, merci l'Europe une fois de plus. Parce que on est d'accord. On va repasser le schéma. On vous a expliqué pourquoi on paie l'électricité 20 fois son prix alors qu'on la produit nous-mêmes et qu'on devrait quasiment l'avoir gratuite. Mais bon, c'est encore un des accomplissements de cette UE. Numéro 3. Alors, moi, je vais te parler de VLC. Tu connais VLC ? Oui. Le petit cône qui lit tous les films. Alors, il y a une histoire intéressante avec le créateur de VLC, qui est en fait un ingénieur de centrale à l'origine, qui depuis est le meilleur lecteur multimédia, toutes catégories confondues, et qui s'avère être open source. Alors, voilà l'histoire. Son épouse a passé le concours réservé aux professionnels du privé pour devenir magistrat. Donc, c'est une des voies réservées. Et elle est arrivée 9e à l'issue du concours, et donc elle aurait dû être reçue. Puis après les épreuves, elle reçoit un mail du ministère de la Justice qui estime que son travail comme juriste au sein de VLC, c'est-à-dire beaucoup de problèmes parce que VLC, les codecs, le brevet sur les codecs, la protection des films, VLC qui devait la contourner. Enfin, dès qu'on parle de cinéma et qu'on parle Internet, il y a des problèmes juridiques. Donc, elle est intervenue en tant qu'avocate à titre bénévole pour son mari. Et là, le ministère de la Justice estime que ça n'est pas suffisant pour valider ses compétences professionnelles. Voilà, et que la France a que faire des compétences dans le numérique, du droit dans le numérique. En fait, la France a que faire des compétences en général, dans le numérique en particulier. Alors, sauf que là, le créateur de VLC a dit « Ok, moi je me barre ». Ouais. Je conclus avec Darmanin écrit, enfin, le numérique et le droit du numérique ne sont pas utiles aux magistrats de l'ordre judiciaire. Voilà. Voilà. C'est même plus de l'incompétence, ce sont des nuisibles en fait. C'est même plus. Alors on est au-delà de l'incompétence. Ils sont des gens qui jouent contre leur pays en fait. C'est-à-dire qu'ils nous tirent des balles dans le pied. On passe tout de suite au numéro 2. Numéro 2.
le tout électrique qui a du plomb dans l'aile, c'est le cas de le dire. 22,3 milliards d'euros de pertes. Stellantis paye au prix fort l'entêtement de son ex-patron sur le tout électrique. On apprend ça dans le Figaro. Après des résultats catastrophiques, le propriétaire de Peugeot, Citroën, Fiat, Opel et Jeep opère un virage à 180 degrés vers le thermique et va même vendre des voitures diesel. Yahoo! C'est le retour de la Peugeot. Ah, c'est une bonne nouvelle. La 406. Numéro 1, on en a parlé. Il fallait qu'on revienne sur le Cornu parce que entre l'Iran, Quentin et Epstein, on n'a pas parlé du budget de Le Cornu et de son dialogue social façon Le Cornu, car on vient d'apprendre qu'un accord a été trouvé dans le cadre de l'assurance chômage. Et accrochez-vous bien. Ça fait suite à la campagne un peu de dénigrement des ruptures conventionnelles. Pendant 4 semaines, ils ont dit qu'il y avait de l'abus, machin et tout. Là, la sanction est tombée. Rupture conventionnelle, l'indemnisation pour rupture conventionnelle sera réduite à 15 mois au lieu de 18 mois pour les moins de 55 ans. Alors, l'argument de Le Cornu, c'est ça va permettre 15 000 retours à l'emploi. Ouh là là, quel emploi! Donc, les économies estimées par ce coup de rabot quand même sur les indemnisations suite à rupture conventionnelle, donc ce serait 500 millions d'euros par an en moyenne. 500 millions. C'est dérisoire. C'est vraiment encore... C'est que dalle, ouais. C'est taper vraiment... Ce que disait Aristote, il faut prendre l'argent où il se trouve, chez les pauvres, parce que ce sont les plus nombreux. C'était donc le top des bonnes nouvelles. On va passer tout de suite au Loser du Rock, une chronique que vous ne pourrez retrouver qu'en podcast sur Ocha, Spotify, Deezer ou Apple Podcast, ou en nous suivant en live sur TikTok, à Jamais Podcast. Voilà, donc la chronique des Losers du Rock avec Lou Marie, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Allez ficeler les paquets et emballer la joncaille. Merci Lou-Marie pour ta chronique des Losers du Rock, chronique que je vous recommande chaudement sur toutes les plateformes de podcast. You're welcome. Voilà, on achève cette émission qui a débordé, c'était imprévu, avec ultra longue. Je remercie infiniment les spectateurs qui nous ont suivis sur TikTok en direct. On a eu beaucoup de monde, on arrive à 1000 personnes. Merci Poulette, merci à tous, merci Miss Calou, merci Fred Moto, merci Véro, merci à vous. Pareil, nos abonnés YouTube toujours plus nombreux. On a doublé notre nombre d'abonnés en 10 jours. Voilà. Ouais, c'est incroyable. Je n'ai pas compris d'où ils venaient. Ça reste d'où tu viens. Voilà, ça reste à ce jour un mystère. Nous avons un short qui a fait 200 000 vues. Je l'ai vu. Voilà. Nos abonnés YouTube, s'ils veulent voir l'émission telle qu'elle est enregistrée dans les conditions du direct, eh bien ça se passe sur notre compte TikTok @JamaisPodcast. Et nos abonnés TikTok, si vous voulez voir le résultat de ce à quoi vous avez assisté en live, ça se passe sur le compte YouTube. Exactement. Je vous invite bien sûr à souscrire à cette chaîne, à nous faire un don si vous voulez nous aider pour acheter un peu plus de matériel pour faire des beaux lives, à nous envoyer vos boosts sur YouTube. Et je vous invite surtout, si vous ne voulez pas contribuer financièrement, ce jeu peut comprendre tout à fait, je vous invite à partager cette émission. Partagez-la massivement car vous êtes nos seuls ambassadeurs et si vous voulez que la bonne parole se propage, il faut partager. Ou même la mauvaise d'ailleurs. Rappelez-vous qu'une opinion n'est pas la vérité. À la semaine prochaine, partagez cette émission.